Bonsoir à tous et bienvenue pour cette deuxième conférence du cycle Astronomie et recherche spatiale. Au nom de l'ambassade de France et de l'Institut français du Luxembourg, je vous en prie, installez-vous. Je tiens à remercier Jean-Philippe Usan, directeur de recherche à l'Institut d'astrophysique de Paris, d'être parmi nous ce soir. Il nous vient de Paris pour nous parler de la théorie du Big Bang, dont il est un des spécialistes internationalement reconnus. Je tiens également à remercier nos partenaires, les sociétés AG2R La Mondiale et Société Générale Bank & Trust, l'association Victor Hugo, notre association mécène, et bien sûr le Cercle Cité qui nous accueille ici ce soir. Je ne vais pas retracer la brillante carrière de M. Usan. Je vous invite à consulter la page de l'Institut d'astrophysique et aussi sa page Wikipédia qui est très complète. Mais je tiens vraiment à souligner son engagement pour la diffusion de la culture scientifique auprès des jeunes générations. Il était ce matin au lycée français Vauban et je suis très heureuse de voir qu'il y a plusieurs élèves qui ont assisté déjà à sa conférence de ce matin et qui sont présents. Voilà, je les vois, ils me saluent. Qui sont également présents ce soir pour assister à cette conférence. C'est dire comment ils ont été passionnés par l'exposé de M. Usan ce matin. Et donc je vais lui laisser tout de suite la parole et je vous laisse entre ses mains pour écouter sur le Big Bang. Voilà, je vous en prie. Merci beaucoup, Marina. Bonsoir à tous, merci d'être là. Merci à l'ambassade de France pour son invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager nos travaux parce que vous savez, la recherche c'est quelque chose de long terme. On passe beaucoup de temps dans nos bureaux, en fait, seuls ou avec des collègues. On passe aussi beaucoup de temps à se tromper et à revoir nos choses. Et à chaque fois qu'on a la possibilité de parler au public et d'expliquer que, eh bien oui, sur 10 ans, sur 20 ans, les idées ont changé, on a évolué. Et en particulier, on parle du spatial et vous savez que tout ce qui est du spatial, si on lance un satellite, si on lance un nouveau télescope, c'est pas des résultats dans 1 an ou 2 ans, c'est des résultats dans 10 ans. Donc, en parlant au grand public, c'est aussi de vous faire comprendre pourquoi on a besoin de cette pérennité de la recherche sur des longues échelles de temps, 10 ans, 20 ans, 50 ans. La détection des ondes gravitationnelles, je sais que vous avez eu Thibaut Damour il y a quelque temps. Il faut savoir que ça a été 50 ans de recherche avant d'aboutir. Et ça aussi, c'est important pour nous tous, en fait, qu'on soit français ou qu'on soit citoyen du monde entier, de comprendre vraiment ce que dit la science. Alors là, je vais vous parler du Big Bang. Le Big Bang, c'est une théorie assez extraordinaire parce que tout le monde connaît le mot Big Bang. On en a tous entendu parler, mais on ne sait pas trop ce que c'est. C'est un peu comme E égale MC2. C'est ces icônes de la science qui revient. Il y a une série télévisée qui s'appelle The Big Bang Series, qui fait que tous les jeunes adolescents connaissent le mot Big Bang. Et si on demande aux gens qu'est-ce que c'est que le Big Bang, en fait, eh bien, on serait bien en mal de finalement le définir. Et puis ce mot, il a quand même quelque chose de particulier, on reviendra un petit peu sur son origine, il nous fait quand même penser à une question d'origine. Et ça, c'est aussi quelque chose de très difficile pour les scientifiques, à chaque fois qu'on s'adresse aux questions d'origine, origine de l'univers, origine de la vie, origine de la conscience. Ces questions d'origine, en général, on n'arrive pas à les aborder dans des cadres scientifiques. Elles nous confrontent aux limites de ce que nos théories sont capables d'expliquer. Et c'est ça que j'aimerais vous faire comprendre ce soir. C'est vous montrer à quel point, eh bien, non, il n'y a pas de souci. Les étoiles passent, les astéroïdes aussi, c'est beau. Donc ce soir, j'aimerais avoir finalement un discours à plusieurs niveaux. D'une part, vous faire comprendre que quand on parle d'une théorie scientifique, il est très important de ne jamais survendre ce qu'une théorie explique. Donc je vais essayer de vous faire prendre conscience des limites de ce qu'explique notre modèle de l'univers. Et puis de vous montrer que ce modèle s'est construit dans le temps. J'ai marqué 1 siècle de cosmologie. En fait, c'est 1 siècle et 1 an, puisque le premier article de cosmologie, au sens où je l'entends ce soir, a été écrit par Albert Einstein en février 1917. Et j'aimerais vous montrer comment ce modèle s'est construit dans le temps, avec 4 grandes périodes, et qu'à chaque fois, il a fallu résoudre de nouvelles questions, que ça a posé de nouveaux problèmes et incorporé de nouveaux développements de la physique. Alors voilà, pour commencer, j'ai pas beaucoup d'images. Hop, pourquoi est-ce qu'elle part celle-là? C'est celle-là que je veux. Une image du ciel qui a été prise par le télescope franco-canadien à Hawaï.
Et cette image, c'est une toute petite zone du ciel. Si vous prenez une aiguille à coudre et que vous la teniez à bras tendus, eh bien, c'est ce que vous verriez par le chat de l'aiguille. Donc, vous voyez une toute petite zone du ciel avec un des plus grands télescopes du monde, avec ceux qui sont actuellement au Chili. Et sur cette image, vous voyez des étoiles. Les étoiles, ce sont les points qui sont plus gros avec ces figures ici, vraiment en forme d'étoiles. Et puis, vous voyez aussi des galaxies. On en voit certaines qui ont des formes spirales. On voit des galaxies qui sont en train de fusionner. Aujourd'hui, nous avons des catalogues de galaxies qui comptent plusieurs centaines de milliards d'objets. On est capable de voir qu'il y a des galaxies spirales, des galaxies elliptiques, des galaxies bleues, rouges, de voir qu'elles ne sont pas distribuées de façon aléatoire dans l'univers. Donc, quelque part, ces images nous informent sur la géographie et sur l'histoire de l'univers. Pour autant, même si ces images ont fait la une des journaux télévisés, des grands, même presque probablement du Paris Match ou ce genre de journaux, vous en avez partout sous les yeux régulièrement. On les utilise dans les films de science-fiction. Il ne faut pas oublier la modernité d'une telle image. Il y a un siècle, nous ne savions pas qu'il existait d'autres galaxies. Aujourd'hui, je vous ai dit, on les détecte par centaines de milliards, de façon quasi automatique. Dans certains films de science-fiction, on traverse les galaxies à la vitesse de la lumière. Il y a un siècle, personne, les plus grands scientifiques compris, ne savaient pas qu'il existait d'autres galaxies. Il a fallu attendre 1924 et les travaux d'Edwin Hubble pour comprendre qu'il existait d'autres galaxies. Donc à la fois, on est dans un savoir qui est extrêmement moderne, un siècle pour passer du fait d'une époque où notre univers était finalement l'ensemble d'étoiles autour de chez nous, on ne savait même pas que c'était une galaxie, que quelques personnes avaient tenté de cartographier à partir de la fin du 19e siècle, à un univers qui compte 100 milliards de galaxies. Donc vous voyez que la représentation que l'on va faire de l'univers a changé très rapidement au cours de ce siècle, et c'est ça aussi qui rend difficile sa compréhension, c'est qu'elle vous est extrêmement proche, parce que vous y êtes confronté régulièrement, mais d'un autre côté, elle est extrêmement moderne, ce qui fait que les idées n'ont pas eu complètement le temps de diffuser dans la société. Alors, commencer à parler de l'univers, pour moi, c'est d'abord regarder le ciel avec ses yeux. Et je pense que la cosmologie, ne commence jamais par « il était une fois au départ le Big Bang », comme on raconterait une histoire. On doit commencer par ici et maintenant. Nous sommes des êtres humains, ici et maintenant, en train de regarder le ciel. On peut regarder ce ciel d'été, on voit un certain nombre de points lumineux. On sait que la plupart de ces points lumineux sont des étoiles, que certains sont des planètes. Et ça, c'est une démarche que l'humanité a faite depuis toujours. On retrouve des traces d'os gravés environ 34 000 ans avant notre ère, dans la Brie-Blanchard, près de la grotte Chauvet, où on a des os sur lesquels on voit les phases de la Lune, des jours qui sont comptés. On cherche des régularités. La relation de l'homme au ciel est millénaire. Sur ces points, sur ces étoiles, on a tracé des constellations, et vous savez que ces constellations, eh bien, nous racontent les grands mythes de la civilisation grecque. C'était finalement un des privilèges de Zeus de pouvoir mettre au ciel, de garder la mémoire des grands héros. Donc notre relation au ciel est millénaire, et c'est à partir du moment où nous regardons ce ciel que se posent un certain nombre de questions. Est-ce que ces étoiles sont à une distance finie? Est-ce qu'elles sont à l'infini? Est-ce qu'elles ont toujours été là? Est-ce qu'elles seront toujours là? Est-ce que les mouvements que nous observons sont vraiment réguliers? Se répéteront-ils toujours à l'identique ou vont-ils évoluer? Simplement le fait que le soleil se lève tous les matins, en fait, comment peut-on prouver que le soleil se lèvera toujours tous les matins? Tant que vous n'avez pas compris la théorie de la gravitation universelle de Newton, en fait, vous ne pouvez pas affirmer que demain encore le soleil se lèvera, même s'il s'est déjà levé pendant des millénaires. Et donc, c'est en regardant le ciel que les grandes questions, des questions métaphysiques, se posent à nous. Et simplement, voilà, vous voyez, je suis ici devant vous, je suis composé, comme vous d'ailleurs, de carbone, d'oxygène, d'azote. D'où viennent ces éléments chimiques? Comment se sont-ils assemblés pour donner des planètes et comment est-ce que la vie est apparue ici? Donc ces questions, qui sont des grandes questions métaphysiques, ne peuvent se poser que dans un cadre cosmologique. Et c'est aussi les questions auxquelles nous allons être confrontés. Alors si on veut résumer un petit peu l'histoire de la cosmologie, donc de la science qui étudie l'univers en 3 phrases, et je suis désolé, il y en a 2 qui sont en anglais, mais parce que les auteurs sont américains, on dit souvent que l'origine de la cosmologie moderne est la théorie de la relativité générale d'Einstein. Donc ça, quelque part, ça nous donne le point de départ. Einstein et sa relativité générale, j'en parlais un tout petit peu plus tout à l'heure. Et cette citation, nous la devons à Ralph Alpher et Robert Herman, qui sont 2 grands cosmologistes de la fin des années 1940. Et eux aussi, nous allons les rencontrer de nouveau tout à l'heure. Mais Ralph Alpher ajoute, mais en fait, ceci est une idée terriblement simpliste.
Et c'est ça aussi que je vais vous expliquer. Pendant une vingtaine d'années, les gens ont fait de la relativité générale. Ils ont principalement fait des mathématiques. Parlaient-ils de notre univers à nous, celui que nous observons? Comment pouvions-nous faire le lien entre une théorie mathématique et ce que nous observons? Et c'est la deuxième phase finalement de cette théorie cosmologique. Et puis comme le soulignera Georges Lemaître, que l'on considère aujourd'hui comme étant le père du Big Bang, de la théorie du Big Bang, un grand cosmologiste belge de l'université de Louvain, mais qui était aussi chanoine et qui avait une pensée très très profonde sur l'univers. Et il donnait une cosmogonie vraiment complète, devrait expliquer les atomes comme les soleils. Donc vous voyez, nous avons beaucoup de choses à expliquer. Nous sommes ici, nous observons l'univers depuis ici, et nous avons beaucoup de questions qui se posent à nous. Et c'est pour ça que je crois qu'avant de commencer, il faut définir deux disciplines qui sont très proches, mais qui sont très différentes. La cosmologie et la cosmologie. Et j'espère que vous voyez la différence. C'est bon. Alors la première, où je n'ai pas mis de ces majuscules, c'est une discipline scientifique, c'est une branche de l'astrophysique. Elle vise à étudier l'univers que nous sommes capables d'observer, de faire des représentations de l'univers que nous allons pouvoir confronter à des observations. Et éventuellement, on va pouvoir exclure un certain nombre de théories et on va parler de l'histoire de l'univers que l'on est capable de reconstruire. Pour autant, il y a une autre discipline qui est beaucoup plus ancienne, qui est la cosmologie avec un grand C, qui, elle, se pose des questions sur l'univers dans son ensemble. Est-ce que l'univers est fini? Est-ce que l'univers est infini? Est-ce qu'il est éternel? Est-ce qu'il a une origine? Ce sont des grandes questions métaphysiques que toutes civilisations se sont posées. Et vous savez que toutes les grandes civilisations se reposent sur une cosmologie et une anthropologie, les relations, en fait, finalement, l'univers dans lequel on évolue et nos relations à cet univers et nos relations les uns avec les autres. Il y a un lien entre ces deux disciplines, l'une vraiment une discipline scientifique, l'autre plutôt métaphysique, c'est que, il va y avoir une frontière et certaines questions vont être pendant une époque des questions de cosmologie avec un grand C. Et parce qu'on va avoir des développements technologiques, on va pouvoir tester certaines idées de façon scientifique, on va retomber dans de la cosmologie, une discipline astrophysique, et éventuellement on pourra peut-être montrer que certaines questions n'ont pas de réponse scientifique et qu'elles vont rester en suspens. Ça aussi, c'est quelque chose de bien comprendre. La science ne donne pas des réponses à tout. Elle donne des réponses à un certain nombre de questions et parfois elle se tait. Et c'est ça aussi qui est difficile pour nous, scientifiques, quand nous sommes confrontés au public, de vous dire « là, la science ne dit rien ». Alors, je vais vous donner un exemple. C'est l'exemple de savoir si l'univers est fini ou infini. Les philosophes ont débattu de cette question depuis l'Antiquité. Pendant presque 20 siècles, il y avait des arguments pour, des arguments contre. Mais il n'y avait aucune observation qui nous permettait de savoir si l'univers était fini ou infini. À la fin des années 1990, début des années 2000, en particulier avec les observations des satellites WMAP américains et le satellite Planck, satellite européen dans lequel la France a joué un très très grand rôle, on arrivait à observer une grande partie de notre univers observable, et on a pu se poser la question de savoir si l'univers avait une taille finie, s'il avait une forme. On a travaillé sur cette idée en particulier avec Roland Lehoucq, avec Jean-Pierre Luminet, et on a mis des contraintes sur la taille de l'univers, et en à peu près 10 ans de travail, on a montré que l'univers devait être plus grand que la partie de l'univers qu'on était capable d'observer. Donc on avait une borne inférieure sur la taille de l'univers, et on a même réussi à démontrer que si l'univers était plus grand, on va dire d'une quinzaine de % par rapport à ce qu'on est capable d'observer, eh bien, on ne pouvait pas par l'observation faire la différence entre un univers fini et un univers infini. Donc on prouvait que l'observation ne nous permettrait pas de trancher cette question. Il y avait des théories de la physique qui penchaient pour des univers finis, d'autres pour des univers infinis, mais l'observation ne nous permet pas de trancher. Et voilà une question qui retourne finalement à la cosmologie avec un grand C. On peut débattre, on peut être d'accord, on peut avoir des avis. Et ça, c'est quelque chose d'important à garder en tête. C'est aussi le cas, et ça je suis sûr que vous en entendez souvent parler, de ces univers multiples, de ces multivers. Existe-t-il d'autres univers? Tant que nous n'avons pas la possibilité de les observer, d'expérimenter sur ces univers, eh bien, ils n'ont qu'une existence, je veux dire, philosophique ou métaphysique. Ils ne font pas partie du champ de la science. Donc on va avoir deux contraintes dans notre construction. La première, c'est de prendre en compte toutes les lois de la nature que nous connaissons, qui ont été établies en laboratoire, en accélérateur de particules, dans le système solaire, et de construire une représentation de l'univers qui finalement reproduit tous les phénomènes astrophysiques. Alors c'est du bon sens. Pour autant, réconcilier ces deux choses est souvent très très difficile. Un exemple très simple, la description de notre système solaire pendant 20 siècles s'est heurtée à la compatibilité entre ces deux contraintes. Parce que d'une part, on pensait depuis Platon et Aristote que les mouvements des planètes étaient des mouvements circulaires autour de la Terre.
Ceci ne reproduisait pas les observations de l'époque, et Ptolémée, qui lui était plutôt un astronome, va décrire un système beaucoup plus compliqué avec des cercles enchâssés, mais qui ne respecte pas la physique selon Aristote. Donc vous voyez une incompatibilité entre les lois de la nature telles qu'on pensait qu'elles devaient être et les phénomènes observés. Il a fallu attendre 20 siècles avec des débats byzantins pour résoudre cette question qui ne sera résolue que par Copernic, le déplacement du centre de l'univers, le centre du système solaire, de la Terre au Soleil. Ça, c'était déjà un premier pas. Et surtout, la gravitation de Newton qui a justifié en fait ce geste-là. Donc, vous voyez, parfois, il faut attendre 20 siècles et vous allez voir, on a encore des problèmes dans notre construction. J'espère qu'on ne va pas avoir à attendre 20 siècles. Alors, étudier l'univers, c'est quelque chose d'assez particulier parce que on se heurte à un certain nombre de problèmes. D'une part, nous n'avons qu'un seul univers observable. On ne peut pas, comme en physique de laboratoire, reproduire l'univers, refaire une expérience en changeant les paramètres de l'expérience pour voir comment l'évolution du système est modifiée. Donc un seul système. D'autre part, ce système, nous sommes à l'intérieur. Nous sommes dans la bassine où vous faites votre expérience de chimie, nous ne sommes pas en dehors en train de regarder l'univers. Donc par exemple, savoir quelle est sa forme, quelle est sa géométrie, quelle est sa taille, nous devons déterminer ses propriétés en étant à l'intérieur de l'univers. Donc il va y avoir un biais du fait que nous occupons une position particulière dans l'univers, que nous observons la lumière qui nous parvient et qu'à partir de cette lumière-là, nous devons essayer de reconstruire toutes les propriétés de notre univers. On a compris, et ça je vais vous l'expliquer tout à l'heure, que l'univers avait une histoire. Et là aussi, ça veut dire qu'en termes des démarches logiques et d'inférences que l'on devra utiliser, il y a des différences. Quand vous faites des mathématiques, vous utilisez un certain nombre d'axiomes que vous considérez être vrais, et avec la logique, vous utilisez la déduction pour prouver des théorèmes. Alors en physique, on ne peut pas faire ça parce qu'on est confronté au monde réel. Donc la première chose que vous allez faire, c'est observer le monde dans lequel vous vivez. Vous allez déterminer des régularités. Éventuellement, à partir de ces régularités, vous allez formuler des lois phénoménologiques qui vont peut-être vous amener à une théorie. Et donc vous allez utiliser un type de déduction qu'on appelle un type de logique qu'on appelle l'induction. Quand vous avez une dimension historique, et c'est le cas en géologie, c'est le cas en théorie de l'évolution, c'est le cas en cosmologie, eh bien ce que vous allez faire, c'est que vous allez supposer qu'il y a les lois de la nature qui sont valides, et à partir de l'état actuel de l'univers, vous allez essayer de reconstruire les conditions initiales dans le passé. Donc vous allez utiliser les lois de la nature pour reconstruire l'état de l'univers. Et vous voyez que plus vous allez remonter dans le passé, moins vous allez avoir d'observations, plus les théories vont être extrapolées loin de ce que vous avez testé dans le système solaire, et donc plus votre reconstruction va perdre en crédibilité. Et donc vous ne devez pas simplement donner un modèle d'univers, vous devez être aussi capable de jauger la crédibilité de l'explication que vous allez donner. Dans les laboratoires, on a plein de modèles qui sont en compétition les uns avec les autres, et la question est de savoir quel est le modèle qui a la plus grande crédibilité. Et ça, il y a des techniques aujourd'hui mathématiques pour pouvoir être capable de trancher ce genre de questions. Donc ce que nous reconstruisons, c'est l'histoire la plus probable, et donc la grande difficulté, c'est de quantifier cette crédibilité. Un point aussi, c'est que souvent, on nous soulève des petites incohérences à droite, à gauche. Et on voit de temps en temps fleurir des modèles qui expliquent juste un phénomène. Il va toujours falloir favoriser une explication qui permet de résoudre un ensemble de problèmes, donc de favoriser la cohérence de l'architecture théorique, plutôt qu'une sorte de pointillisme de petits modèles qui sont en fait designés simplement pour répondre à une question. Et comme je vous l'ai dit, comme on veut remonter le plus loin possible dans le passé, on va devoir extrapoler, on va devoir explorer ce que les théories de la nature nous disent sur l'univers, ce qui veut dire qu'on va avoir aussi beaucoup de modèles spéculatifs, en particulier quand il s'agit de l'univers primordial. Et à un moment donné dans l'histoire, on ne peut pas trancher entre ces différents modèles. Donc on a un modèle de référence et on a tout autour de ce modèle une sorte de nuage de modèles spéculatifs que nous on utilise pour savoir finalement quel type d'observation est-ce qu'on aura besoin dans 5 ans, dans 10 ans pour trancher cette question et cette question. Explorer ce que les théories de la nature nous disent nous permet d'avoir un exercice de prospective pour définir les observations qui auront lieu dans 5 ans et dans 10 ans. Et si on ne fait pas cet exercice, le jour où il y a un appel d'offres pour dire qu'il faudrait faire un satellite, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous êtes capable d'observer? Pourquoi est-ce que vous voulez faire ces observations? Nous ne sommes pas capables d'y répondre. Donc vous voyez, il y a cette dynamique, et ça en général c'est du travail de l'ombre parce que ça ne mène jamais à des publications, mais tous les grands organismes de recherche font ce travail de prospective. Ça veut aussi dire que quand je m'exprime, il faut faire attention
Parfois, je vais m'exprimer sur la cosmologie avec un petit c, et là, je ne serai simplement qu'un représentant d'une communauté scientifique. Je vous parlerai de choses qui ont été établies et sur lesquelles la communauté a débattu et s'est mis en accord. Et puis quand je vais rentrer dans ces extrapolations, si je parle de tel modèle ou tel modèle, eh bien là, il n'y a pas encore accord de la communauté sur ces explications. Elles font débat, certaines naissent, certaines apparaissent, et c'est finalement ce que l'on débat au jour le jour dans les conférences. Et peut-être que parmi ces explications, il y en a quelques-unes qui vont survivre et qui, dans 5 ans ou 10 ans, feront partie du modèle standard. Donc voilà, j'ai pris quelques précautions, mais je pensais que c'était nécessaire. Et maintenant, je vais pouvoir vous parler de l'architecture de notre modèle cosmologique standard. Alors moi, ce que j'aime bien, je suis un fou des Grecs. Donc je vais commencer la cosmologie standard à Hésiode, c'est-à-dire 9 siècles avant notre ère. Mais vous voyez, ce modèle de cosmologique d'Hésiode, il est très très joli. C'est dans la théogonie. Et donc vous avez la représentation du monde. Et on voit que ce modèle décrit l'univers proche de la civilisation en question. Donc vous voyez, ça se passe autour de la Grèce. C'est un univers qui a un bord, il a une limite. Donc on peut se poser de la question, et ça vous connaissez peut-être, la gravure de Camille Flammarion avec cet astronome qui passe le bras à travers le bord du monde. Est-ce que l'univers est infini? S'il a un bord, qu'est-ce qu'il y a derrière ce bord? Il a un centre, le monde, voilà, qui se trouve à Delphes. Et surtout, ce qui est important, c'est que cet univers, cette cosmogonie, fait une prédiction très claire. Elle nous dit, si vous êtes capable de monter à l'Olympe et de lâcher une enclume en airain depuis l'Olympe, il lui faudra 9 jours pour arriver sur Terre, puis 9 jours pour arriver au Tartare. Alors ça fait rire tout le monde qu'on raconte ça. Oui, ce n'est pas une théorie scientifique, c'est des histoires. Pour autant, on nous rappelle souvent que pour être une théorie scientifique, il faut faire des prédictions qui peuvent être falsifiées. Vous vous rendez bien compte ici que j'ai une cosmogonie qui fait une prédiction. Et que, éventuellement, si je suis capable d'aller jusqu'à l'Olympe, je pourrais tester cette prédiction. Là encore, il faut faire attention. Une théorie n'est pas scientifique parce qu'elle fait des prédictions. Faire des prédictions, c'est une condition nécessaire. Ce n'est pas une condition suffisante pour qu'une théorie soit une théorie scientifique. Et ça, je le souligne parce que j'ai mentionné les univers multiples tout à l'heure. Eh bien, ces théories-là font encore moins de prédictions que cette théogonie d'Hésiode. Donc souvent, je dis à mes collègues, le jour où vous avez au moins cette prédiction-là dans les multivers, on pourra commencer à les considérer comme des théories scientifiques. Alors, notre modèle de l'univers s'est construit en 4 étapes dans le temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça commence avec la relativité générale et on a une période qu'on appelle la cosmologie relativiste qui commence en 1917, qui va s'étendre jusque dans les années 30. Et puis, dans les années 30, on va commencer à travailler sur la physique nucléaire. On est quelques années avant la guerre, on commence à maîtriser l'atome, on commence à découvrir la mécanique quantique. Et on va se poser la question de l'influence de cette physique nucléaire sur l'évolution de l'univers. Et ça va donner une version du modèle du Big Bang qu'on appelle le Big Bang Show. Alors en anglais, c'est Hot Big Bang. Je ne sais pas si on le traduit comme ça en français, mais depuis des années, j'ai décidé de le traduire comme ça, bêtement. Et je vais vous expliquer pourquoi l'univers était chaud. Et ça commence dans les années 40. Et puis ensuite, comme le demandait le maître, il fallait expliquer les étoiles, les galaxies. Et la compréhension des structures de l'univers ne va commencer que dans les années 1970. À la fois d'un point de vue théorique, mais aussi parce qu'on va avoir de plus en plus d'observations. On va commencer à avoir des catalogues de galaxies. On va comprendre que les galaxies ne sont pas distribuées au hasard. D'où viennent les galaxies? Comment sont-elles distribuées? Et on va avoir quelque chose qui va nous embrayer sur finalement ce qui est en train de devenir la cosmologie aujourd'hui, les premières simulations numériques dans les années 70. Et aujourd'hui, vous savez qu'on a des grands projets d'univers in silico avec des supercalculateurs pour reproduire, voir si on comprend la structuration de l'univers. Et puis ensuite, on va vouloir remonter beaucoup plus loin dans le passé, s'intéresser aux premières microsecondes après le Big Bang. Et là, c'est ce qu'on appelle la cosmologie primordiale qui va commencer en 1980 avec la première formulation de ce qu'on appelle les théories de l'inflation. Et là, ce qui va rentrer en jeu, c'est la mécanique quantique. Alors, ce qu'on voit, c'est que la cosmologie, c'est une science inclusive. À chaque fois que vous découvrez quelque chose sur les lois de la nature, vous devez les inclure dans votre modèle cosmologique. En retour, le modèle cosmologique va vous permettre de tester des nouvelles théories physiques et éventuellement de mettre des contraintes. Un exemple, c'est qu'il y a une particule qui s'appelle le neutrino. Dans les années du Big Bang Show, donc dans les années 50-60, on arrive à prouver avec la cosmologie qu'il doit exister 3 familles de neutrinos. On le prouve par les observations astrophysiques avant de le prouver en accélérateur au CERN, à Genève, qui va le confirmer quelques années plus tard. On pensait que cette particule n'avait pas de masse. Depuis quelques années, en particulier avec l'observation du Soleil, on sait que ces neutrinos doivent avoir une masse. On ne connaît pas leur masse. On ne peut plus
supposer que les neutrinos sont sans masse quand on fait un modèle de cosmologie, parce que le fait qu'ils aient une masse change la façon dont les galaxies se structurent, et éventuellement, on espère pouvoir utiliser la cosmologie pour mettre des contraintes sur la masse de ces particules. Donc vous voyez l'aller-retour incessant entre l'astrophysique, la physique de laboratoire, la physique d'accélérateur. Donc maintenant, je vais vous décrire un petit peu ces quatre étapes de la cosmologie. Et donc, je vais commencer par la cosmologie relativiste. Et comme je vous l'ai dit, tout commence en février 1917. Et comme on parle d'Einstein, je n'ai pas pu m'empêcher de vous mettre une équation. Le but n'est pas de la comprendre, c'est juste de la voir parce que quand même... Voilà. Alors, on est en février 1917. En novembre 1915, Albert Einstein fait une série de 4 exposés devant l'Académie des sciences de Berlin, où il expose sa nouvelle théorie de la gravitation, la relativité générale. Et dans cette théorie, il y a quelque chose de très important, c'est qu'il comprend que la gravitation est une propriété de l'espace et du temps, et il est capable d'écrire une équation qui détermine la géométrie de l'espace-temps. Alors ça, c'est révolutionnaire parce que jusqu'à là, eh bien, la géométrie qu'on devait utiliser, par exemple, pour mesurer la surface de cette table, c'était la géométrie d'Euclide, et personne ne questionnait le fait que cette géométrie devait être remise en cause. On avait découvert, les mathématiques ont découvert qu'il existait d'autres types de géométrie, mais on ne pouvait pas déterminer a priori quelle était la géométrie dans notre univers. Einstein écrit une équation, le petit g qui est là, en fait, ça représente la géométrie de l'univers. Donc à chaque fois qu'on va réussir à résoudre cette équation, eh bien on trouve quelle est la géométrie de l'univers. La géométrie ici à la surface de la Terre, la géométrie de l'espace-temps proche du Soleil, proche d'un trou noir, quand une onde gravitationnelle part. Et c'est ce que font vraiment les gens qui font de la relativité générale, c'est essayer de résoudre cette équation pour trouver la géométrie. Et donc on sait en particulier que le théorème de Pythagore, que vous connaissez tous, ou vous avez tous oublié, mais vous avez raison, est faux. Même ici, à la surface de la Terre, pour un physicien, il est faux, parce que la Terre a une certaine masse. La masse de la Terre courbe l'espace-temps au voisinage de la Terre. Et le théorème de Pythagore est vrai mathématiquement, dans un cadre axiomatique de la géométrie d'Euclide, mais il n'y a aucun triangle rectangle à la surface de la Terre qui satisfasse, si on va à une précision de 100 millionième, je crois, le théorème de Pythagore. Donc là encore, une différence entre la physique et les mathématiques, le fait d'être vrai en mathématiques, vrai dans un système logique, et vrai physiquement, c'est-à-dire quand vous allez faire des mesures dans l'univers réel. Et ça, c'est un dialogue incessant entre les mathématiciens et les physiciens. Je sais que vous avez invité Cédric Villani, avec qui j'ai beaucoup travaillé à l'Institut Poincaré pendant des années. On se titillait régulièrement là-dessus, savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Et vous vous rendez bien compte que la réponse dépend du point de vue que vous adoptez. Et comme je disais ce matin aux étudiants, moi, je préfère la physique aux maths parce que c'est dans le monde réel. Donc ça parle des choses ici qui me mettent une contrainte sur ce que je dois comprendre. Donc j'ai une équation qui me dit quelle est la géométrie de l'espace-temps. À partir de là, la question cosmologique dans ce cadre-là va être quelles sont les solutions de ces équations qui correspondent à la structure de notre univers à nous. Vous voyez, c'est une question assez simple. Alors ici, à gauche, à droite, ce fameux symbole ici, ça correspond à la distribution de la matière dans l'univers. Et puis il y a une constante G, c'est la constante de Newton. Donc ça, on a une équation qu'on veut essayer de résoudre. Et malheureusement, vous allez voir vite la limite des mathématiques, c'est que cette équation, personne ne sait la résoudre. Ces équations, alors je vais utiliser des gros mots là, mais si vous êtes un peu mathématicien, voilà, vous comprendrez. Si vous n'êtes pas mathématicien, juste traduisez parce que ça veut dire c'est insoluble. Personne ne sait résoudre. On n'a même pas de théorème qui prouve qu'il existe des solutions. En fait, les équations de la relativité générale, c'est un ensemble de 10 équations aux dérivées partielles, couplées et non linéaires. Ceux qui ont fait un tout petit peu de maths dans leur vie se disent quel cauchemar. Donc on ne sait pas les résoudre. Donc on a des équations, on ne sait pas les résoudre. C'est la première chose. Et puis deuxièmement, le terme de droite, c'était la distribution de matière dans l'univers. Malheureusement, il faudrait avoir fait la cartographie totale de l'univers pour pouvoir commencer à résoudre ces équations. Or, vous savez que plus une galaxie va être loin, moins elle va être lumineuse, ce qui fait que les galaxies proches sont faciles à observer. Plus je vais loin, plus je vais rater des galaxies quand je fais mes observations, parce que mes télescopes vont être limités dans leur résolution, dans leur seuil de détection. Et donc, l'astrophysique me dit, mais en fait, tu n'es pas capable de trouver cette matière qui source la géométrie de ton univers. Donc, ce problème, on ne peut pas le résoudre. Et c'est pour ça qu'on va changer la question cosmologique. On ne va pas dire, est-ce qu'on peut résoudre ces équations? Ce qu'on va dire, c'est est-ce qu'on peut déterminer une géométrie qui soit une bonne approximation de celle de l'univers. Alors pour vous faire comprendre ce que ça veut dire, imaginons que je vous demande quelle est la surface de la Terre. La plupart d'entre vous allez me répondre, la surface de la Terre, c'est une boule, c'est une sphère. C'est vrai,
Mais c'est qu'une approximation. Nous savons que la Terre est aplatie au pôle, donc en fait, si on veut être un petit peu plus précis, eh bien, la surface de la Terre, c'est un ellipsoïde. Et puis l'étude et même la définition de ce qu'on appelle la surface de la Terre, aujourd'hui, on sait que c'est un géoïde, c'est une sorte d'ellipsoïde qui est gondolé par-ci par-là. En première approximation, c'est une sphère que j'ai un peu aplatie et ensuite que j'ai déformée. On va faire la même chose, on va essayer de trouver une solution très très simple qui a beaucoup de symétrie et puis ensuite, éventuellement, on pourra la déformer pour aller par approximation successive trouver une géométrie qui est la bonne géométrie de notre univers. Alors en science, c'est ce qu'on appelle une théorie de perturbation et c'est quelque chose qu'on utilise mais tous les jours dans tous les domaines de la science. Et c'est ce que va faire Einstein en 1917, il fait un modèle, il doit faire des hypothèses pour résoudre ces équations. Alors il va supposer que l'univers est fini. Premièrement, alors ça c'est un point de vue technique, c'est que ça lui permettait voilà, sinon les équations, il ne savait pas trop comment gérer les conditions initiales à l'infini. Donc il va dire l'univers est fini, l'univers est statique, ça veut dire que l'espace ne change pas avec le temps. Alors pourquoi est-ce qu'il suppose ça? Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne savait pas qu'il existait d'autres galaxies, on pensait que tout l'univers était notre galaxie, on mesurait les vitesses des étoiles, elles étaient assez faibles, donc il n'y avait aucune raison de voir qu'il y avait un mouvement de dilatation ou des grands mouvements dans l'univers. Et deuxièmement, la structure de l'espace avant Einstein, c'est celle donnée par Newton, et chez Newton, l'espace est immuable. Il n'y a pas de raison a priori de remettre ça en cause, sauf si les équations ou les observations nous demandent de remettre cette conclusion en cause. Donc c'est un peu un héritage de la physique newtonienne, même s'il a révolutionné la gravitation 2 ans plus tôt. Et puis après, il faut savoir comment est distribuée la matière. Donc on regarde le ciel, on voit la Voie lactée, on voit des étoiles. C'est trop compliqué, on veut quelque chose de simple. On va supposer que toute la matière est distribuée de façon homogène. Ça veut dire que si je prends un grand volume, eh bien la densité d'étoiles dans ces volumes ne dépend pas de la position de ce volume dans l'espace. Elle est partout pareille. Voilà, il fait ces 3 hypothèses et il essaye de résoudre ces équations et il se rend compte que ces 3 hypothèses sont incompatibles entre elles. Il n'y a pas de solution. Pour autant, il insiste et il se rend compte qu'on peut un peu modifier ces équations, qu'il n'avait pas en fait écrit les équations les plus générales pour la relativité générale, qu'on peut rajouter un nouveau terme avec une nouvelle constante qu'on appelle la constante cosmologique. Et au prix de l'introduction de cette constante, il arrive à trouver une solution, un univers qui est fini, qui ne change pas et dans lequel la matière est distribuée de façon homogène. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui ne ressemble pas du tout à l'univers que l'on observe, mais pour autant, c'est la première représentation mathématique de cette théorie qui décrit notre univers. Voilà, c'est ce que fait Einstein. Et puis à cette époque-là, il y a quelques personnes qui commencent à s'intéresser à cette théorie. Il faut bien réaliser qu'il a fallu presque 40 ans pour que les gens commencent à utiliser la théorie de la relativité générale. C'était une théorie qui mathématiquement était difficile. Les mathématiques qu'elle utilisait n'étaient presque pas enseignées à l'université. Et puis les effets physiques de cette théorie étaient tellement petits que les astrophysiciens n'en avaient rien à faire. Et donc il a fallu attendre plusieurs décennies avant que les gens commencent à l'utiliser. Il n'y a que quelques personnes, et en particulier pour la cosmologie, qui se sont mis à étudier cette théorie, et en particulier Alexandre Friedman, qui était un chercheur russe, initialement météorologue, et il trouve une solution sur des hypothèses qui sont à peu près identiques à celles d'Einstein. Mais ce qu'il montre, c'est que l'espace ne peut pas être statique. L'espace doit se dilater au cours du temps. Il trouve cette solution. Il prouve même que la solution qu'avait trouvée Albert Einstein est instable, c'est-à-dire qu'on peut la construire, mais si on la perturbe un tout petit peu, l'espace va se mettre à se dilater. Il envoie ses travaux à Albert Einstein par l'intermédiaire de ce monsieur Krutkov, qui était un de ses collègues, qui lui avait le droit de voyager. Et Einstein réagit très violemment à ce travaux de Friedman. Et puis, quelque temps après, il écrit cette lettre. Il dit, dans une note antérieure, j'ai critiqué le travail susmentionné, donc le travail d'Alexandre Friedman. Mais comme je m'en suis convaincu à l'instigation de M. Krutkov et grâce à une lettre de M. Friedman, mon objection était fondée sur une erreur de calcul, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il reconnaît qu'il peut exister des solutions de sa théorie dans lesquelles l'espace est en train de se dilater. Alors ça, c'est très beau, ce texte, parce que quand même, Einstein avoue que, comme nous, il fait aussi des erreurs de calcul. Ça, c'est pour les jeunes, c'est très rassurant. Hein. La plupart de la vie d'un chercheur, c'est faire des erreurs de calcul. Donc voilà, Einstein en faisait aussi. La plupart des calculs vont à la poubelle. Mais surtout, il reconnaît qu'il y a des solutions qui sont des solutions dynamiques, au-delà de la solution statique qu'il avait trouvée. Et à partir de ce moment-là, Einstein ne s'intéressera plus à la cosmologie. Parce que pour lui, eh bien, sa théorie est en train de dire que l'espace se dilate. C'est quelque chose qui ne fait pas sens. Et comme souvent chez Einstein,
eh bien, ça suffit pour ne plus s'intéresser à cette théorie. C'était l'époque où il commençait vraiment à travailler sur la mécanique quantique, et donc il avait aussi d'autres choses à faire, mais c'est son dernier travail de cosmologie. Ces solutions sont retrouvées par Georges Lemaître en 1927, et donc on a cette idée que l'univers est en train de se dilater. Alors je vais vous montrer comment on fait pour construire un univers. C'est ce qu'on fait tous les jours en laboratoire. Donc il faut résoudre ces équations, et comme je vous ai dit, il faut trouver une solution simplifiée. Donc il faut déjà avoir une idée a priori de la forme de l'univers. Donc pour cela, il faut regarder l'univers. J'ai mis ici 2 observations. Ici, ce que vous voyez à l'intérieur d'un disque, vous voyez, pour repérer un point à l'intérieur d'un disque, je dois dire de combien je me déplace comme ça et de combien je tourne. Donc il faut 2 nombres. Quand je regarde à une position d'une étoile dans le ciel, eh bien, j'ai aussi besoin de 2 nombres qui sont pour définir une direction. J'ai besoin d'avoir cette direction et cette direction, latitude, longitude. Donc chaque point ici est un point sur la voûte céleste. Donc vous regardez ici des radiogalaxies qui sont distribuées autour de vous, et vous voyez qu'autour de vous, eh bien, les galaxies sont distribuées de façon à peu près homogène. Il y a autant de galaxies dans cette direction que dans cette direction que dans cette direction. On a l'impression que l'univers est à peu près le même dans toutes les directions autour de nous. C'est ce qu'on appelle un univers isotrope, qui ne dépend pas de la direction. Et donc les gens vont se dire, il faut construire des solutions qui ont cette propriété. Alors comment on fait ? Alors regardez, c'est très simple. Voilà un univers. Donc là, je l'ai pris à 2 dimensions. Imaginez que c'est une archipel, il y a des îles. Vous voyez qu'il y a à peu près autant d'îles par là, autant d'îles par là, autant d'îles par là. Quelle est la géographie de votre archipel ? Eh bien, vous pouvez dire je suis en P, je suis au centre, et les îles sont distribuées circulairement autour de moi. C'est ce qu'on appelle un univers à symétrie centrale. Il y a un centre. Si j'étais un observateur qui habitait en Q, ici, eh bien, je verrais plus de galaxies dans cette direction que dans cette direction. Je serais même capable, avec mes observations, de dire le centre de l'univers se trouve par là. Donc là, l'observateur occupe une position bien particulière dans l'univers. Il est proche du centre et il est le seul à observer un univers qui est isotrope autour de lui. Vous me comprenez là ? C'est bon ? Ok. Il faut le dire, hein, c'est-à-dire, tu racontes n'importe quoi, vous m'arrêtez. Alors ça c'est bien, mais c'est gênant parce que vous savez qu'on avait mis la Terre au centre du système solaire, et puis Copernic a dit non, c'est pas bien, il faut mettre le Soleil. Ensuite, quand Herschel a fait la première carte de la galaxie, il a mis le système solaire au centre de la galaxie. Ensuite, on s'est rendu compte que le système solaire était sur le bord de la galaxie, et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'on a envie de mettre notre galaxie au centre de l'univers ? On se dit, on s'est déjà planté 2 fois, jamais 203, bref. Alors on peut faire un truc, c'est de se dire, mais peut-être que c'est pas comme ça, peut-être que les galaxies sont réparties de façon uniforme. Et vous voyez là, statistiquement, eh bien, elles ont aussi, si je suis en P ici, vous voyez statistiquement, eh bien, autour, je vais aussi être à symétrie sphérique. Et pareil autour de Q. Donc là, chaque observateur va observer la même chose, et pour chacun des observateurs, il va avoir l'impression d'être au centre de l'univers simplement parce que la distribution de matière est homogène. Donc il faut choisir entre ces 2 solutions, et là encore, comme on ne sait pas, on n'a pas d'observation qui nous permette de trancher entre ces 2 solutions-là, puisque nous n'observons l'univers que depuis un seul point. Pour faire la différence, il faudrait observer l'univers depuis 2 points et comparer nos observations. Il va falloir finalement choisir, et pour cela, on va poser un principe qu'on a appelé le principe copernicien, qui est du fait que nous n'occupons pas une place privilégiée dans l'univers. Donc si nous n'occupons pas une place privilégiée dans l'univers, ça veut dire qu'on va choisir des classes de modèles dans lesquelles la matière est distribuée de façon homogène. Alors si on fait ça, et c'est ce qu'ont fait Friedman et Lemaître, vous pouvez prouver mathématiquement, donc vous construisez ces modèles qui sont homogènes et isotropes, que mathématiquement, l'espace doit se dilater. L'univers est en expansion. C'est une conséquence mathématique de ces deux hypothèses dans le cadre de la relativité générale. Et cette loi d'expansion, on va pouvoir la tester avec la loi de Hubble dont je vais juste vous parler. Alors comment est-ce qu'on fait si l'univers se dilate ? Ici, vous voyez, j'ai pris un ballon qui se dilate. Imaginez que vous êtes en haut, sur le pôle Nord, eh bien, vous voyez tous les points s'éloigner de vous. Donc, si vous observez les galaxies, vous devriez observer toutes les galaxies s'éloigner de vous. Mais c'est vrai pour n'importe quelle galaxie. Si vous prenez une galaxie, par exemple, si vous prenez la galaxie qui est ici, elle voit aussi toutes les autres s'éloigner d'elle. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si vous avez une onde, eh bien, comme l'espace se dilate, la longueur d'onde est étirée, ce qui veut dire que toutes les couleurs sont décalées vers le rouge. Ça, c'est ce que Georges Lemaître va remarquer dans un article en 1927. Et Georges Lemaître va dire il va falloir mesurer les vitesses des galaxies, mesurer leur spectre pour voir s'ils sont décalés vers le rouge, pour vérifier cette propriété-là. Georges Lemaître est le premier à dire et à écrire
que si l'univers se dilate, ça a un effet dans notre univers, que ce n'est pas simplement une hypothèse mathématique sur l'univers, que c'est vraiment quelque chose qui se passe et qu'on est capable de le tester. Alors il va l'écrire en 1927 dans un texte qui est écrit en français. Et à peu près à la même époque, il y avait Edwin Hubble, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui en 1924 a prouvé l'existence d'autres galaxies. Et Edwin Hubble va faire ce genre d'observation. Alors là, je vous ai mis une page de l'article original d'Edwin Hubble de 1929. Ici, vous avez les spectres, donc vous êtes capable de mesurer, en comparant les spectres observés à des spectres de laboratoire, de voir ce décalage vers le rouge. Et à partir de la taille apparente des objets, vous allez mesurer la distance des objets. Et il peut vérifier que plus une galaxie est loin, plus elle s'éloigne vite de nous. Ce qui est exactement la loi que Georges Lemaître avait énoncée dans son papier. Le papier de Lemaître a été traduit en 1931 en anglais, et ce passage, en fait, n'avait pas été traduit. Donc il y a eu une ambiguïté de savoir à qui est-ce que la paternité de cette loi revenait. On l'a appelé la loi de Hubble. De plus en plus de gens ont envie de l'appeler la loi de Lemaître-Hubble. Et ça, c'est une histoire d'historien. Mais c'est important de se rendre compte que la compréhension physique du phénomène est due à Georges Lemaître, et même Edwin Hubble avait du mal à accepter en fait les conséquences de ces observations. À partir de ça, on se dit bien l'univers se dilate. On a la loi mathématique qui nous donne l'expansion de l'univers, donc on peut extrapoler pour se poser la question comment était l'univers dans le passé. Et là, se passe un problème. On trouve ce qu'on appelle une singularité, un moment où l'espace disparaît complètement, même le temps n'a plus de notion, comme s'il y avait un bord de l'univers, ce qu'on va appeler le Big Bang. Alors le Big Bang, c'est horrible le Big Bang. Vous remontez en arrière, et il y a un moment, il y avait de l'univers, et il n'y a plus d'univers. Même la notion de temps, même on ne peut pas dire avant, parce qu'il n'y a pas de notion de temps, donc il n'y a pas d'avant, c'est vraiment comme il y a un bord. C'est si je suis sur cette table, je vais un peu dans cette direction, j'arrive là, je ne peux plus aller dans cette direction, donc il n'y a pas... Je ne peux pas aller avant dans cette direction par rapport à cette table. La notion d'avant n'est même pas conceptuelle. J'ai un espace avec un bord, et ça, vous pouvez bien imaginer que pour beaucoup de physiciens, c'est catastrophique. Ça voudrait dire, est-ce que ça veut dire que l'univers est créé? Est-ce que l'univers apparaît à partir de rien? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, Arthur Eddington, un des grands astrophysiciens et astronomes du début du XXe siècle, dit que cette idée d'un commencement de l'univers est philosophiquement répugnante. C'est répugnant. Bon. Et les gens s'étripent. Et là, vous voyez, on est en train de passer dans la cosmologie avec un grand C. On est en train de commencer à parler de l'origine de l'univers, alors que ce qu'on a fait, c'est qu'on a extrapolé une loi mathématique. Là encore, le grand texte a été écrit par Georges Lemaître en 1931. Lemaître dit, mais attention, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'extrapoler dans des régimes extrêmes la loi qu'on a obtenue à partir de la relativité générale. On sait, dans 1931, on commençait à comprendre les atomes, que finalement, il y allait avoir cette mécanique quantique à très haute énergie. Et il dit peut-être que sûrement, notre théorie de la gravitation n'est plus apte à décrire l'univers dans ces régimes-là. Et ce Big Bang, ce n'est pas un problème de l'univers, c'est un problème de la théorie qui décrit l'univers. Et là, il signale quelque chose de très important. Il nous dit, ne confondez jamais un phénomène physique et la description de ce phénomène. Si vous avez un problème dans la description de votre phénomène, ça n'en dit rien sur le phénomène, c'est juste que vous allez devoir étendre votre description de l'univers. Donc ça, c'est très important, et on arrive à cette conclusion que ce Big Bang ne nous fait pas peur du tout, puisque c'est la seule chose finalement dont la cosmologie scientifique ne parle pas. Elle peut se rapprocher très proche de ce Big Bang, vous dire quel était l'état de l'univers, on va dire 0,1 seconde après le Big Bang, et ça on est capable de le tester par l'observation, mais elle vous dit si vous extrapolez plus, eh bien on ne sait pas ce qui se passe. Et aujourd'hui, une grande partie de la recherche est finalement de se poser la question, est-ce qu'il y avait vraiment un Big Bang? Est-ce qu'il y avait une histoire avant? Est-ce que finalement il ne faut pas penser l'espace et le temps d'une façon radicalement différente dans cette zone-là? Mais ça, c'est des recherches en cours, et aujourd'hui, on ne peut pas en dire plus. Alors je me suis permis de mettre une citation d'un philosophe du 19e siècle qui s'appelle Jonas Kohn, qui, à mon avis, est très important parce que elle nous fait comprendre aussi cette différence entre ce que la science est capable d'expliquer et les attentes qu'on en a toujours par rapport à la science. Il nous dit la chose suivante. L'esprit humain possède, semble-t-il, deux aspirations fondamentales qui sont inconciliables. Parmi celles-ci, il en est une dont notre langue exprime à l'aide de l'image très hautement significative. Elle considère comme synonyme de connaître les mots de saisir, de comprendre. Mais nous ne pouvons saisir, comprendre que ce que nous recevons comme un tout dans nos mains. Ce que nous saisissons d'une chose avec nos doigts, ce sont ses limites. Ainsi, donc, notre esprit doit aussi poser comme limité ce qu'il veut connaître. Dans le flux des événements, il pose les limites des concepts. Chaque tout, chaque système, c'est-à-dire chaque objet de la connaissance, est limité. Or, nos opérations intellectuelles sont en elles-mêmes illimitées. Il y a en elles une aspiration qui, en tant que telle, leur donne la possibilité de poursuivre leur processus sans limite.
Elle conteste le bien fondé de chacune des limites et que se fixe la connaissance, au moyen de la question obsédante qui nous pousse toujours plus avant et au-delà de chaque limite. Qu'y a-t-il ? La science vous donne des descriptions de certains phénomènes. Vous pouvez toujours vous poser la question, pourquoi ce phénomène-là ? Pour pouvoir faire une description, il faut des structures mathématiques, il faut une théorie. Pourquoi cette théorie-là ? Pourquoi cette structure-là ? Et ça, il faut faire attention parce qu'on a lu, et vous avez tous entendu parler du décès de Stephen Hawking en mars de cette année. Il avait beaucoup travaillé sur ces phases primordiales de l'univers. Il avait écrit à une époque « The universe from nothing », l'univers à partir de rien. Mais quand on regarde son rien, c'est pas rien. Son rien, c'était une grande architecture mathématique avec un certain nombre d'objets qui pouvaient faire apparaître un objet qui ressemble à ce qu'on appelle l'univers aujourd'hui. Mais pour autant, il fallait mettre quelque chose. En science, on ne peut pas obtenir quelque chose à partir de rien. Et donc, ça veut aussi dire qu'il ne faut pas trop attendre des théories scientifiques parce que c'est des théories que l'on doit être capable de formuler et on pourra toujours se poser la question pourquoi cette hypothèse, pourquoi cette théorie, pourquoi pas une autre. Et cette question du pourquoi que les enfants adorent poser, elle est illimitée et c'est vraiment un problème pour nous, les scientifiques. Donc voilà, on a eu cette première période. On a appliqué la relativité générale, on a eu une conséquence de cette théorie, que l'univers est en expansion, et on avait une observation qui était capable de mettre en évidence cette expansion. Alors si on remonte dans le passé, l'univers est rempli de matière, mais s'il est de plus en plus contracté, la matière est de plus en plus dense, de plus en plus chaude, et si elle est de plus en plus chaude, eh bien il va se passer un problème, la température va être tellement grande que les atomes ne peuvent pas exister, les molécules ne peuvent pas exister, les noyaux qui nous composent ne peuvent pas exister. Donc d'où vient cette matière ? Comment a-t-elle été formée ? Les gens vont commencer à s'intéresser aux questions à partir des années 30, et puis c'est à la fin des années 40, en particulier grâce à George Gamow, Hans Bethe et Alfred Herrmann dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'on va comprendre ce qui se passe au niveau nucléaire. Alors je vais essayer de vous faire... c'est un peu plus difficile, donc je vous le fais de façon hyper simplifiée. Ce que l'on sait aujourd'hui, on le savait depuis les années 30, c'est que les noyaux des atomes ne sont pas des particules fondamentales. Elles sont constituées de neutrons et de protons. Donc vous pouvez les casser. Si vous envoyez de la lumière très énergétique, vous allez casser un noyau. Donc dans l'univers très primordial, peut-être une seconde après le Big Bang, on ne peut pas avoir de noyau. Le noyau le plus simple, qu'on appelle le deutérium, est constitué d'un neutron et d'un proton. Il ne peut pas exister parce que les photons qui sont notés gamma les détruisent, les cassent. Donc on a un bain de neutrons, de protons. Et tout ça là, se refroidit. Et bien sûr, ça se refroidit, mais ces neutrons et ces protons, ils peuvent rentrer en collision pour former des atomes de deutérium. Tant que la température de l'univers est trop grande, ces noyaux vont être détruits. Mais comme l'univers se dilate, eh bien, l'univers se refroidit. Et donc, pendant une courte période de temps, eh bien, nos neutrons et nos protons vont pouvoir former du deutérium qui ensuite, lui, va rentrer dans d'autres processus nucléaires. Votre deutérium peut incorporer un neutron pour faire de l'hydrogène 3, et puis ensuite un autre proton pour faire de l'hélium 4, et ainsi de suite. On va pouvoir commencer à faire des réactions nucléaires qui vont former des noyaux atomiques de plus en plus lourds. Le truc, c'est que ça ne peut pas durer éternellement, parce que la matière se dilue, il faut quand même que les atomes rentrent en collision, et si le milieu est trop dilué, eh bien on n'a plus la possibilité de faire des collisions entre les noyaux. Et donc vous voyez, il y a une toute petite fenêtre dans l'histoire de l'univers, où l'univers n'est plus trop chaud pour que les noyaux puissent exister, et où la matière est encore suffisamment dense pour qu'il puisse y avoir des réactions nucléaires. Ils ont mis tout ça en équation. Ça, on le fait, donc je ne vous montre pas les équations, je vous montre comment on fait. On prend toutes les réactions nucléaires, là il n'y en a qu'une douzaine, c'est celles qui sont nécessaires pour faire les prédictions jusqu'au beryllium 7. Et puis, donc là ici, vous avez un neutron qui peut se désintégrer en proton, un proton plus un neutron qui vont donner un atome de deutérium, et ainsi de suite, ainsi de suite. Toutes les propriétés de ces réactions nucléaires sont mesurées en accélérateur de particules, donc on connaît tout. Et puis on met ces réactions nucléaires dans un code numérique qui décrit l'univers en train de se diluer, et on va être capable de calculer l'abondance des noyaux légers que l'on a dans l'univers. Alors à l'Institut d'astrophysique, nous on a travaillé sur ça depuis très très longtemps, et on a un code qui nous permet de calculer jusqu'à l'oxygène, et il doit y avoir quelque chose comme 434 réactions nucléaires dans ce code-là, et c'est un des plus précis du monde. Alors qu'est-ce qu'on obtient ? Alors ici, je vous ai mis une courbe. Il y a un paramètre ici qui est en fait la quantité de matière par rapport à la quantité de lumière, donc ce qu'on appelle le nombre de photons sur baryon. Oubliez-le. Et en fonction de ce paramètre que l'on ne connaît pas, eh bien, on peut avoir la quantité d'hélium, la quantité d'hélium 4, d'hélium 3, de deutérium et lithium 7. Et ce qui est important ici, c'est que les courbes 2 sont les prédictions et les courbes vertes, ce sont les observations qui mesurent la densité de ces atomes-là. Donc vous voyez, pour l'hélium 4, ça marche.
pour le deutérium, ça marche ici. Et même, regardez, j'ai fait un petit zoom, ça marche très très bien. La prédiction bleue et la prédiction verte se croisent. Et pour l'hélium 3, ça marche. Et ici, on a un problème parce qu'on devrait être là. On devrait être là pour que ça marche et ça ne marche pas. Donc là, on a un problème avec la quantité de lithium qui est prévue. Et aujourd'hui, c'est le problème peut-être le plus important de la cosmologie moderne. Il est important parce que la physique que l'on utilise, c'est de la physique qui est maîtrisée en laboratoire. Donc on ne peut pas changer de la physique de façon aléatoire. On a ces observations du deutérium qui sont très très fines. Et donc dès qu'on change quelque chose pour essayer de réconcilier avec ces observations-là, ça ne marche plus, on est en incompatibilité avec le deutérium, et on a des observations. Donc là, on a une théorie sous contrôle, on a des observations, et ça ne marche pas. Donc quelle est la source? Fort probablement, et c'est ce qu'on pense presque tous, c'est que ces observations ici ne sont pas la bonne valeur de ce que l'on doit observer, parce que pour déterminer le lithium qui est formé dans les premières secondes après le Big Bang, il faudrait trouver les étoiles les plus anciennes de l'univers, et on n'est pas toujours sûr qu'une partie de ce lithium n'a pas été détruite ou produit dans les étoiles. Donc là, on a un vrai problème, et c'est peut-être le problème le plus important. Il n'est pas très sexy, et on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vraiment le problème le plus important. Mais je ne pouvais pas vous le cacher, c'est pour ça. À partir de là, on s'est dit, c'est bien, vous êtes capable de former du lithium et le carbone, l'oxygène, parce que nous, quand même, on a du carbone et de l'oxygène et de l'azote. Où est-ce que c'est formé? Et c'est à partir, donc c'est à peu près les mêmes personnes, c'est à partir de ces études sur les réactions nucléaires qu'on a commencé à comprendre le fonctionnement des étoiles, pourquoi les étoiles brillaient pendant longtemps, à cause de l'énergie formée pendant les réactions nucléaires. Et on a compris, ici je vous ai mis ce qu'on appelle le tableau de Mendeleïev, qui regroupe tous les éléments depuis l'hydrogène ici jusqu'au plutonium et puis les éléments, l'américanium et ainsi de suite. Et pour chacun des éléments, on est capable de dire où il est formé, dans quel type d'étoile il est formé, à quelle période de l'histoire de l'univers il est formé. Donc aujourd'hui, on est capable d'expliquer pourquoi les 96 éléments chimiques que nous observons en laboratoire, qui rentrent dans notre vie, qui sont la base de la chimie, où est-ce qu'ils sont formés, à quelle période dans l'histoire de l'univers. En particulier, on sait qu'il ne peut pas y avoir de vie, on va dire, 100 000 ans ou 300 000 ans après le Big Bang, parce qu'on n'a pas encore formé de carbone. Les conditions physiques ne nous permettent pas de faire de la chimie. Il va falloir attendre environ 500 millions d'années avant d'avoir les premières étoiles, que ces étoiles forment ce carbone, que finalement elles explosent en supernova et qu'elles rejettent cette matière dans l'univers. Vous vous rappelez la belle phrase de Hubert Reeves qui dit que nous sommes tous des poussières d'étoiles, et en fait c'est exactement ça qu'il voulait dire. Tous ces atomes qui sont autour de nous ont été synthétisés dans des processus stellaires, soit pendant l'évolution des étoiles, soit ensuite lors de leur explosion. Donc ça, c'est quelque chose de très important et c'est un acquis, c'est-à-dire que le modèle cosmologique et l'astrophysique nous permet de comprendre l'origine des éléments. Pas l'origine de la matière, il faut quand même partir avec des neutrons et des protons dont on suppose l'existence, mais à partir de cet état très simple, on arrive à comprendre la diversité de tout ce qui existe ici. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important, c'est une question qu'on ne pouvait pas poser il y a 50 ans. Alors, cette matière est là, et il y a la lumière qui interagissait avec ces noyaux atomiques. 370 000 ans après le Big Bang, la matière va devenir neutre, les protons et les neutrons vont s'associer pour faire des atomes d'hydrogène, et la lumière va pouvoir se propager librement dans l'univers, et donc il doit exister un fond de radiation dans l'univers qui a été détecté en 1964, et ce fond par deux astronomes, Arno Penzias et Robert Wilson. Et ce qu'on voit ici, c'est la carte de ce fond diffus, donc toujours à l'intérieur, chaque point est une direction dans le ciel. On voit que la température moyenne de ce fond diffus cosmologique est de jour de 2,720. Aujourd'hui, c'est 725 Kelvin. Et donc, ça aussi, ça prouve que l'univers est le même dans toutes les directions. On voit que si on enlève la valeur moyenne, il y a une petite direction privilégiée ici, mais à l'ordre de 1 millième. Et ça, c'est dû au mouvement de la Terre par rapport à ce bain de température. Si vous avez un corps qui est de la même température et que vous vous déplacez dans une direction, il va être plus chaud dans une direction, plus froid dans l'autre. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Donc ça nous permet de mesurer notre vitesse dans l'espace. Et puis si on supprime ça, on voit qu'il y a des petites fluctuations de température de l'ordre d'un 100 millième. Et ces petites fluctuations de température, à l'époque, on ne les comprenait pas. Il a fallu attendre les années 80 pour commencer à comprendre leur origine. Ce sont des petites fluctuations de densité 370 000 ans après l'univers. Et en fait, ce sont ces structures-là qui vont être à l'origine des galaxies que nous observons aujourd'hui. Alors cet objet est tellement important en cosmologie qu'il a été observé d'année en année. On a eu le satellite Kobe à la fin des années 80, début des années 90. Vous voyez la résolution qu'on avait. Le satellite WMAP a commencé à cartographier ces anisotropies, cette carte de température
On est au début, fin des années 2000, début des années 2010. Et puis le satellite Planck, début des années 2010-2013, pour ses principaux résultats, a une cartographie qui est beaucoup plus fine. Et ça, en fait, c'est quelque chose que l'on prédit. On est capable de prédire les propriétés de cet observable-là. Et on est tout à fait en accord avec cette idée de cet univers qui se refroidit et de ce bain de photons qui existait en fait au début de l'univers. Donc vous voyez, ce Big Bang Show, il nous apprend deux choses. L'origine de la matière et puis éventuellement ces fluctuations de température que l'on comprend comme étant des fluctuations de densité qui vont peut-être nous permettre de comprendre l'origine des galaxies que nous observons aujourd'hui. Et donc c'est ce qui nous amène à notre troisième partie sur les grandes structures de l'univers. L'univers n'est pas strictement homogène comme on l'a supposé au départ, il y a des galaxies. Ici vous avez une carte de galaxies par le Sloan Digital Sky Survey. C'est simplement une tranche d'univers. Vous êtes au centre, puisque c'est vous qui observez, vous allez vous éloigner, et vous voyez que les galaxies sont regroupées le long de filaments qui entourent des grands vides. La question, c'est d'où est-ce que viennent ces structures? Est-ce qu'on est capable de les prédire? Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait cette carte de fluctuation de température, donc de fluctuation de la densité de la matière 370 000 ans après le Big Bang. Le truc, c'est que si on a un endroit où la matière est un peu plus dense, la gravitation était attractive, elle va plus attirer que des endroits qui sont un peu sous-denses. Donc toute surdensité va augmenter et toute sous-densité va former des vides. La question, c'est si nous partons de ces conditions initiales et que nous utilisons pendant presque 13 milliards d'années la gravitation, est-ce que l'on retrouve une distribution de galaxies qui ressemble à ce que nous observons? Donc vous voyez, le problème est très bien posé, on connaît les conditions initiales et on veut trouver quelque chose qui ressemble à l'univers observable. C'est ce qu'on a commencé à faire depuis les années 70. Et en fait, c'est un exercice qui est très très difficile parce que la taille des objets dans l'univers est très variée. Vous voyez, si je prends une étoile, elle a la taille, on va dire le Soleil, il a une masse solaire. Et puis les plus grandes structures dans l'univers, ils ont 10 puissance 16 masses solaires. Donc 1 avec 16 zéros derrière masse. Donc vous voyez qu'il y a énormément d'ordres de grandeur. Et c'est très difficile avec la même théorie de décrire aussi bien les étoiles que les galaxies, les amas de galaxies, les vides, les filaments et ainsi de suite. Donc on va devoir utiliser des techniques différentes pour comprendre chacun des objets. Pour les objets qui sont grands, on va pouvoir utiliser des techniques analytiques. Et pour les autres, on va devoir faire des simulations numériques. Et c'est ce qui va commencer dans les années 70 et qui aujourd'hui est devenu vraiment une branche très active de la cosmologie. Vous avez ici une distribution de points dont chacun a une certaine masse, dont la distribution est calculée à partir de ce qu'on attend depuis le fond diffus cosmologique. Et on laisse le temps passer. Et on observe la structuration de l'univers. Et ce que vous voyez, c'est que avec la gravitation, vous commencez à avoir des structures qui ont des filaments, qui ont des grands vides. Est-ce que ces distributions-là sont en accord avec les observations? Et ça, c'est la grande partie de ce qu'on a fait depuis de cosmologie observationnelle de ces 30 années. Alors, ce qu'on va comprendre, c'est que ça marche, oui, mais. On va dire oui, mais. Ça marche parce qu'en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas assez de matière dans l'univers. Si on prend simplement la matière qu'on observe, il n'y a pas assez de matière. Pour que ça marche vraiment, il faut introduire un nouveau type de matière qu'on va appeler la matière noire. Et ça, qu'est-ce que c'est que cette matière noire? Personne ne le sait aujourd'hui. C'est un des grands pans de recherche de notre cosmologie. On arrive à cartographier sa distribution. On a des idées sur la masse de cette particule, sur la façon dont elle interagit avec la matière, mais on ne sait pas ce qu'est cette matière noire. Et en fait, la recherche de son identité attire aussi bien les gens qui font de la physique d'accélérateur, des détecteurs sur Terre, ou l'astrophysique. Donc là, on voit vraiment un champ très interdisciplinaire pour comprendre la matière noire. Alors là, j'ai pris un exemple graphique, juste pour vous comparer. En haut, c'est une des premières simulations qui a été faite en 1970. Vous avez deux types de matière noire. C pour cold, c'est froid. H pour hot, c'est chaud. Vous voyez, elles sont différentes. Et donc voilà ce qu'on obtient dans la structuration de l'univers. Donc on voit qu'en fonction d'une des propriétés de la matière noire, l'univers ne se structure pas de la même façon. Et CFA, c'est un des premiers relevés de galaxies, le Center for Astrophysics. Et vous voyez, il est plus similaire à un modèle de type chaud froid qu'un modèle de type chaud. Et là, ce sont des simulations plus récentes. Et vous voyez qu'on arrive à descendre presque jusqu'à l'échelle des galaxies. Et on voit que la structuration, la distribution de la matière est différente si la matière est froide, si la matière est chaude ou même si elle est entre les deux, elle est tiède. Ce qui veut dire que les observations astrophysiques nous permettent de déterminer les propriétés de cette matière. Elles ne nous disent pas ce qu'est cette matière, mais elles nous disent déjà certaines de ces propriétés. Ce qui nous permet d'affiner tous les programmes de recherche de cette matière noire. Et ça aussi, c'est un des grands challenges des années à venir. Donc voilà, après ça, on fait un bilan.
et on se rend compte que dans notre univers, la matière ordinaire, celle qui nous constitue, représente à peu près 5% de la matière totale dans l'univers, cette matière noire à peu près 23%, et puis la constante cosmologique que Einstein avait introduite en 1917, en fait, on ne peut pas la mettre à zéro, elle est là, et elle est à peu près 70% de la contribution de la matière totale. Donc vous voyez, on décrit très très bien les choses, et ça pose de nouveaux problèmes. Qu'est-ce que c'est que cette matière noire? Pourquoi est-ce qu'on a une constante cosmologique? Même pourquoi est-ce qu'elle est si petite? En fait, elle devrait être beaucoup plus petite, plus grande. Alors la question, c'est que tout ça, toutes ces propriétés-là, je les ai déterminées dans le cadre d'un modèle, ce fameux modèle du Big Bang, avec cet univers qui se dilate, cette géométrie. La question, est-ce que c'est un bon modèle? Et là se pose la question de savoir de la validité de notre modèle. Qu'est-ce que j'ai fait comme hypothèse? J'ai supposé que la gravitation était bien décrite par la relativité générale. C'est quelque chose que je teste très bien dans le système solaire. Dans notre galaxie, on a dans certains régimes avec les ondes gravitationnelles depuis quelques années. Est-ce que la gravitation est bien décrite par la relativité générale sur les échelles de, on va dire, de centaines de mégaparsecs, sur des échelles plus grandes que les tailles des galaxies? Nous n'en savons rien. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on pourrait tester ça? Nous avons supposé qu'il y avait la validité du principe copernicien. Donc l'univers, si je prenais un observateur dans n'importe quelle galaxie, il observerait sensiblement la même chose. Comment le savoir? Est-ce que je ne me trompe pas? Et en fait, depuis une vingtaine d'années, on s'est posé la question, plutôt que de mesurer précisément les paramètres de ce modèle-là, donc faire de ce qu'on appelle la cosmologie de précision, on est plutôt allé vers une cosmologie qu'on appelle une cosmologie de justesse, se poser la question, est-ce que notre modèle est un bon modèle pour décrire l'univers? Et il se trouve que, si j'en parle, c'est parce que c'est un peu ce que j'ai fait depuis 20 ans. Donc je ne peux pas vous expliquer, mais je vais vous dire en fait tout ce qu'on a été capable de faire depuis 20 ans. On a d'abord... Je vous ai parlé, est-ce que l'univers est infini ou fini? Donc tout à l'heure, je vous ai expliqué ça. On a été capable de mettre des contraintes sur la taille de l'univers, donc de tester qu'on ne pouvait pas distinguer localement avec nos observations un univers fini d'un univers infini. On a fait ça à la fin des années 90. On s'est posé la question de savoir est-ce qu'on pouvait tester la relativité générale aux très très grandes échelles. Avec mon collègue Francis Bernardo, qui est maintenant le directeur de l'Institut d'astrophysique, on a proposé le premier test pour faire ça. Et le satellite Euclid, qui normalement sera lancé en 2022, un satellite de l'ESA, va mettre en application ce test. Et donc on va avoir de nouvelles contraintes sur la validité de la relativité générale, mais sur des échelles qu'on n'est pas capable de tester aujourd'hui. Et puis on peut tester aussi un autre principe qui s'appelle le principe d'équivalence, qui est vraiment au cœur de la relativité générale. C'est l'expérience de Galilée. Vous savez, si je prends deux masses différentes et je les laisse tomber, elles tombent de la même façon. Eh bien ça, c'est au cœur de la relativité générale et c'est quelque chose qu'on peut tester. Il y a plusieurs tests pour faire ça et en particulier, on utilise les constantes de la nature. C'est un peu compliqué, mais on est capable de le faire et on a montré que ce principe-là est vrai à mieux de 10 puissance moins 15 dans le système solaire avec le satellite Microscope dont on a eu les résultats l'année dernière au mois de décembre et à mieux d'un millième sur les 13,7 milliards d'années de l'histoire de l'univers. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'important qui a été fait. On peut tester la validité du principe copernicien même si on ne peut pas changer de place. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est un truc, c'est assez marrant parce que c'est une idée qui nous est venue vraiment avec mes amis d'Afrique du Sud en 2008. Parce qu'en fait, on dit qu'on observe depuis un point de l'espace-temps, mais ce n'est pas vrai. On change de position à chaque instant. On a la même position dans l'espace, mais dans le temps, non. À chaque seconde, on bouge dans le temps. Donc ça veut dire qu'on ne reçoit pas la même lumière des galaxies à chaque moment. Et que si on était capable de mesurer les choses très très finement avec des télescopes, des grands télescopes et des spectrographes de très haute précision, on peut, à partir de ces observations-là, tester cette hypothèse du principe copernicien. Et ça, c'est quelque chose qui sera, j'espère, fait dans quelques années, parce que ça ne peut être fait qu'avec un nouveau télescope qu'on appelle les Extremely Large Telescopes, EELT, le European Extremely Large Telescope, qui est actuellement en construction au Chili. C'est le télescope après le Very Large Telescope. On peut tester aussi l'hypothèse de savoir si l'univers se dilate de la même façon dans toutes les directions, et ça, c'est avec deux de mes étudiants, on a fait ça il n'y a pas longtemps. Et puis, d'autres choses dont je ne vais pas vous parler ici. Donc en fait, si on réfléchit à ça, si on prend hypothèse par hypothèse, le fait qu'on a eu un foisonnement des observations, de développement de techniques observationnelles de pointe, nous permet d'utiliser les observations de façon différente. Et là, ce qui est important, et c'est plus pour les jeunes, parce qu'ils vont venir après nous pour la recherche, c'est qu'aucun des projets observationnels qu'on a utilisés pour faire ces tests-là n'était designé pour faire ça. Leur but était de comprendre la structuration de la matière, c'était des programmes astrophysiques. Mais en fait, on pouvait détourner leurs observations pour faire d'autres tests. Donc ça, souvent, en science, il faut savoir se comporter comme un pirate. Voilà, c'est ça qu'il faut... Et ça peut être marrant.
La dernière question, et ça je ne vais pas vous le détailler, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'univers encore plus primordial? Et ça c'est à partir des années 80 qu'on a commencé à comprendre qu'il fallait prendre en compte la mécanique quantique. Que si on prenait la mécanique quantique en compte dans les 10 puissance moins 30 secondes après le Big Bang, eh bien de façon naturelle, il devait inévitablement y avoir des fluctuations de densité dans l'univers quelques secondes après le Big Bang qui étaient tout à fait en accord avec ce qu'on observe dans les anisotropies du fond diffus cosmologique. Donc là aussi c'était un grand progrès. Mais pour l'instant, ça n'en reste qu'une hypothèse théorique. On a très peu de prises expérimentales. C'est en accord avec ce qu'on observe, mais il y a beaucoup de modèles qui sont capables de le faire. Et surtout, la physique qui est à l'œuvre est une physique qui est très spéculative. Donc, ça nous a permis d'étendre notre phase. Vous voyez, j'ai rien mis sur le transparent. C'est parce qu'en gros, je suis incapable de l'expliquer simplement. Et donc, le modèle auquel on arrive, ici, j'ai mis le temps. Donc, vous voyez, 13,7 milliards d'années, c'est l'âge de l'univers. Jusqu'à, on va dire, 1 millième de seconde après notre univers, en fait, on peut contrôler un peu ce qui se passe avec la nucléosynthèse primordiale qui se passe vers 1 seconde après le Big Bang. On est capable d'avoir des prises observationnelles et expérimentales sur notre univers. La microphysique est connue, c'est de la microphysique qui est testée en laboratoire. Et donc, on peut dire que là, on a un modèle qui est robuste, qui explique la diversité des éléments chimiques, la structuration de l'univers. Pour autant, il y a ces questions sur la matière noire qui restent. Et puis ensuite, on va essayer de remonter encore plus dans le passé. Quelle est la physique de l'univers primordial? D'où vient la matière? Pourquoi est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des baryons, donc les particules qui nous composent? D'où est-ce qu'ils viennent? Là, la microphysique n'est pas du tout comprise, donc on a plein de modèles spéculatifs. On a cette phase d'inflation. Là aussi, toute la microphysique est complètement spéculative. Est-ce qu'on sera capable de créer un modèle qui fait sens et qui sera en accord avec ce qu'on connaît de la physique des particules en accélérateur aujourd'hui? Ce n'est pas le cas. Et puis après, on peut continuer encore à étendre, se dire, mais là, il y a la gravitation quantique, il y a peut-être des dimensions supplémentaires. On peut faire beaucoup de constructions, mais on n'a presque aucune prise. La microphysique est complètement en dehors de tout contrôle et on n'a aucune observation. Néanmoins, c'est important de faire ces extrapolations parce que ça nous donne un peu une idée de toutes les façons dont l'univers pourrait être. Ça ne nous dit pas comment il est, mais on espère que parmi toutes ces histoires, il y en a une qui est proche de ce qui s'est passé dans notre univers. Donc voilà un petit peu où on en est. Et les problèmes qui nous restent aujourd'hui sont un peu les suivants. Savoir ce problème du lithium, qu'est-ce que la matière noire, qu'est-ce que cette fameuse constante cosmologique ou énergie sombre, comme on l'appelle souvent. Est-ce que la relativité générale est vraiment la théorie qui décrit la gravitation dans tout l'univers ou est-ce qu'il y a des déviations par rapport à ça? Est-ce que ce principe copernicien qu'on commence à pouvoir tester est vraiment valide? Jusqu'à quelle échelle? Comment décrire cette inflation? Et puis, on sait que la gravitation doit être quantique. On n'a pas de théorie établie pour ça. Qu'est-ce que ça a comme effet sur notre compréhension de ce Big Bang, de cette cosmologie primordiale? Et puis là, vous avez eu Thibaut Damour qui vous a parlé à l'envi des ondes gravitationnelles. On commence à utiliser ces ondes gravitationnelles pour faire de l'astrophysique, avoir des idées de la distribution des trous noirs dans les galaxies, de mieux comprendre l'évolution des galaxies. Eh bien, cette astrophysique des ondes gravitationnelles, elle nous ouvre une fenêtre sur un univers qui est complètement invisible en optique et on est en train de commencer à apprendre des choses. Là aussi, dans les 10 ans qui vont venir, on va sûrement avoir des surprises qui vont venir à partir de ces nouvelles observations. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné un petit peu un cadre général sur qu'est-ce que c'est que de faire de la cosmologie primordiale, le lien qu'il y a avec toutes les explications qu'on peut donner au monde, en particulier métaphysique, et puis comment les choses ont évolué, se sont mises en place pendant un siècle, et puis où on espère pouvoir aller. Donc ça, c'est quelque chose parce que c'est sorti la semaine dernière, que j'ai résumé dans ce livre-là, qui est un peu, je ne vais pas dire un testament, parce que vous voyez, je suis en pleine forme, mais c'était un remerciement que j'ai fait en fait à ma directrice de thèse qui prenait sa retraite l'année dernière, qui était d'ailleurs la proche collaboratrice de Thibaut Damour. Et donc voilà, toutes ces réflexions et ces travaux dont je vous ai dit, où j'ai travaillé 20 ans pour créer cette cosmologie de justesse et faire tous ces tests, je voulais aussi l'expliquer parce que ce n'était pas la façon standard de penser la cosmologie. Et donc ça c'est sorti la semaine prochaine, bien sûr je vais vous en offrir un tout de suite. Et je finis par un truc qui me tient encore plus à cœur, et qui n'a rien à voir avec la cosmologie. C'est une association que je porte avec un de mes amis qui est ici, qui s'appelle Sylvain Boulet depuis presque 2 ans maintenant, où on va voir, je vous ai dit que notre relation au ciel est une des choses les plus structurantes pour moi en termes de notre société, parce que regarder le ciel, c'est se penser libre, c'est se projeter. Et donc on travaille avec les enfants des hôpitaux, ici l'hôpital Necker, l'hôpital de Trousseau, à Paris. Et on va régulièrement dans les hôpitaux et on fait des projets avec des enfants qui sont en hospitalisation longue durée, en particulier dans des chambres stériles. Vous voyez ici, on est capable de monter des télescopes pour observer la Lune et l'étoile dans des chambres d'hôpitaux pour des enfants qui ne peuvent pas sortir de leur chambre.
Et on est parti du concept qu'ils sont un peu comme des astronautes dans leur capsule. L'espace, il ne faut pas sortir, vous êtes confinés. Ils sont confinés dans leur chambre. Ça n'empêche pas de continuer à apprendre et à rêver, surtout à rêver. Et donc on est toute une équipe de bénévoles. Et en plus, on fait souvent des animations de rue où on sort des télescopes pour rencontrer les gens, essayer de voir comment on peut créer du lien entre tout ça et se rappeler qu'autour de notre ciel, en fait, pendant des millénaires, on s'est retrouvés sous notre ciel à nous se raconter des histoires le soir. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de lumière. Et donc, il y avait ces petites lucioles qui nous inspiraient. Et si on peut les ramener aux enfants, voilà, c'est quelque chose qui nous fait un grand plaisir. Vous voyez, on ne se prend pas au sérieux, on a nos combinaisons d'astronautes. Et on leur laisse systématiquement à tous une petite météorite parce que il y avait les belles météorites que j'ai vues tout à l'heure au Muséum d'histoire naturelle. Vous savez que les météorites, quand elles rentrent dans l'atmosphère, elles font des étoiles filantes, que les gens ont l'habitude de faire des vœux quand ils voient une étoile filante. Eux ne peuvent pas les voir, ils sont dans leur chambre, donc on leur ramène un petit bout d'étoile filante, une petite météorite, qu'ils gardent dans leur poche et qui leur permet de se rappeler que voilà, on peut toujours rêver et qu'après ça, il y a encore quelque chose à faire. Donc voilà, je voulais juste vous faire connaître l'association parce que c'est un truc qu'on fait depuis 2 ans et qui est plein de bonheur pour nous. Et je vous remercie beaucoup à tous pour votre attention. Merci Monsieur Usan pour ce brillant exposé. On va passer aux questions. J'en profite, l'ouvrage et c'est Ernster, donc vous pouvez vous le procurer à Luxembourg. Il vient de sortir, mais il est déjà au Luxembourg. Voilà. Donc on va passer aux questions. Oui, monsieur. Une question sur la lumière. Si la lumière est constante, la vitesse de la lumière est constante, comment C exposant 4 peut... Comment? La vitesse de la lumière C exposant 4 est possible. Je sais pas. C exposant 4, ça veut dire C fois C fois C fois C, 4 fois. Oui, c'est aussi une constante. Constante. Alors on ne peut pas dire C exposant 4. Ah si vous avez 2, vous pouvez prendre C constant, 2, vous prenez 2 exposant 4, 2, 4, 8, 16, 32. Ça marche, non? Alors on arrive à une somme beaucoup plus lourde que ça. Ah mais ça fait un nombre qui est gros, oui, ça fait un gros nombre qui est gros. Et vous voyez, c'est ça qui est... ça c'est intéressant, parce que le nombre qui est là, c'était 8 pi g, G, la constante de gravitation c'est petit, divisé par C qui est vraiment gros. Le nombre, là, 8 pi g sur 7,4, cette constante, elle est très très faible. Et ça veut dire que les masses, elles déforment très très peu l'espace-temps. D'accord? Et pour faire les ondes gravitationnelles, je ne sais pas si Thibaut vous l'a dit, mais pour faire des ondes gravitationnelles qui déforment l'espace-temps en gros de la taille d'un atome, il fallait prendre 2 trous noirs qui avaient 30 masses solaires qui ont fusionné et dépensé une quantité d'énergie fabuleuse. Donc ça, donc cette constante, elle est toute petite. Donc est-ce que c'est ça qui vous pose un problème? Si je me suis exprimé correctement. Si C est 300 000 km par seconde, alors je mets C exposé 4. Ça donne 300 000 à la puissance 4 en kilomètres 4 divisé par des secondes 4. Alors elle n'est plus constante. Ah si, c'est constant. Si vous prenez un nombre qui est constant et que vous le multipliez par lui-même qui est aussi constant, vous obtenez un nombre qui est encore constant. Alors on a 300 000, 300 000, 300 000. Voilà, c'est ça. Exactement. Mais alors on arrive est égal à 300 000. Ah non, égal 300 000 à la puissance 4. Et dans les kilomètres puissance 4 secondes divisé par seconde puissance 4. Il n'y a rien de miracle. Si vous me dites 10 km fois 10 km, ça fait 100 km carrés. Oui. Voilà, c'est pareil. Mais c'est 10 km est constant. Oui. Alors on ne peut pas dire que 10 est la même chose que 100. Ah ben non, il y en a un c'est une longueur et l'autre c'est une surface, donc c'est pas la même chose. Mais c'est simplement dans la formule. Alors ce n'est pas constante. Ce ne peut pas être constante. Si, c'est constant. Je ne suis pas sûr de comprendre. On va discuter tous les deux après. Là, je vous fais un petit dessin et on va voir parce que je pense qu'on tourne en rond tous les deux là dans nos questions-réponses. Je vous fais un petit dessin tout à l'heure. Vous allez voir, ça va marcher. Il faut que je puisse écrire. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence. C'est très intéressant. J'avais deux questions. Une qui est très simple. La première, c'est l'univers, comme vous avez dit, se refroidit. Mais est-ce que le Soleil, parce que le Soleil se refroidit, mais tout doucement, est-ce qu'il se refroidit assez vite pour que nous on puisse le voir,
C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut enregistrer que ça refroidit? Alors là, on parle pas. Le Soleil, lui, il se refroidit pas. Le Soleil, il a des cycles, donc il a vraiment. Et ça, vous allez en discuter la semaine prochaine, j'en suis sûr, avec quelqu'un qui est beaucoup plus spécialiste que moi sur le sujet. Le Soleil a des cycles. Il y a des moments où le flux solaire est plus important, moins important. Mais le Soleil, lui, c'est une étoile. Et en fait, là, c'est pas de cette température-là dont on parle. Là, on parle vraiment d'une radiation qui remplit tout l'univers, qui a été émise 370 000 ans après le Big Bang. Donc aujourd'hui, elle est à 2,7 Kelvin, donc 2,7 degrés au-dessus du zéro absolu. Mais au moment où elle a été émise, donc 370 000 ans après le Big Bang, elle était à une température qui était 1000 fois plus grande. D'accord ? Donc ça, on est capable de la mesurer. Et on est capable de la mesurer à différents moments de l'histoire de l'univers, parce qu'en fait, cette lumière, de temps en temps, elle traverse des nuages intergalactiques, elle va exciter des atomes, et on est capable de mesurer la température de cette lumière qui excite ces atomes-là. Et on voit que plus l'univers se dilate, plus elle se refroidit. On est capable même de mesurer sa loi de refroidissement à cette température et de la prédire aussi théoriquement, et c'est tout à fait en accord. Mais aujourd'hui là, tu ne vois pas... D'un jour sur l'autre, tu ne vois pas le refroidissement, parce que le refroidissement est lié au taux de dilatation de l'univers, et ça c'est quelque chose qui est très très lent devant les échelles de temps, même géologiques. Voilà. Ma deuxième question, c'était sur la matière noire. Dans combien de temps est-ce qu'on commencerait à pouvoir savoir plus dessus, et quelle est la façon la plus promettante en ce moment? J'en ai aucune idée. Il y a 10 ans, je disais, la matière noire, on va probablement la détecter d'ici 15 ans. Parce qu'on avait un certain nombre d'expériences qui avaient été lancées. Il y avait le début de tout ce qu'on appelait la cartographie en lentille gravitationnelle. Et puis il y avait le LHC, le fameux accélérateur du CERN. Et tout le monde avait l'espoir, on avait des candidats, et tout le monde avait l'espoir qu'on commencerait à lever un bout du voile. Voilà, maintenant on dit. Le fait qu'au LHC, on ait découvert le boson de Higgs et qu'on n'ait rien vu d'autre, ça a tué beaucoup de théories. Et ça laisse une sorte de désert. L'astrophysique a commencé à faire des cartographies, et puis on a fait des détections directes de ces particules de matière noire qui pourraient interagir avec de la matière sur Terre. C'est des expériences souterraines. Et ça aussi, on n'a aujourd'hui aucune détection. Ce qui fait que beaucoup de théories ont été exclues. Et aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas. Et ça, je ne peux pas te dire, mais je pense qu'on en a bien pour 15 ans, 20 ans. Et j'espère. C'est-à-dire que j'espère voir ça. Voilà. Ça, c'est pour la matière noire. Et pour ce qui est de l'énergie sombre, je pense que ça, c'est une échelle de temps beaucoup plus longue, parce qu'en fait, on ne comprend même pas exactement quelle est la teneur du problème. Là, c'est peut-être lié... Ah, mais on ne va pas discuter de la constante, alors. Bon, c'est pas grave. Et donc là c'est des échelles de temps qui sont sûrement beaucoup plus grandes. Mais comme toujours en science, il peut y avoir des phases de stagnation, et puis il peut y avoir aussi une surprise. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de détecteurs qui sont en train de faire des recherches. Tu peux avoir une surprise. Donc ça, c'est un peu l'inconnu. C'est la chose que tu ne peux pas prévoir. C'est si tu vas faire une découverte, ou si tu vas même prouver que ton modèle est invalidé par d'autres types d'observations. Mais tant que tu n'as aucune prise, tu dois continuer en fait avec le modèle qui est le modèle le plus probable. Et celui-ci, en fait, il explique plein de choses, ce modèle de matière noire. Ça, je ne peux pas rentrer dans le détail là, juste maintenant en 1 heure. Mais c'est pas simplement on a mis de la matière noire comme ça. Il y a plein de raisons qui vit dans différents modèles, dans différents endroits, différentes observations astrophysiques, qui nous convainquent que c'est probablement l'explication la plus simple pour ce phénomène, pour réconcilier toutes ces observations. Mais là, pour l'instant, je ne peux pas t'en dire plus. C'est une des grandes questions des décennies à venir. Voilà. Écoutez, et s'il n'y avait jamais eu de Big Bang, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un curé qui l'a inventé parce qu'il en avait besoin. Et il en avait besoin pour expliquer que derrière ce Big Bang, il y a un Dieu qui, par sa magique, là, il a fait le Big Bang. Newton avait le même problème avec le mouvement des planètes et de la Terre. Il a dit, je n'en sais rien, pourquoi les planètes... tourne comme ça et pas autrement, c'est le bon Dieu. Et voilà, on s'arrête là. En définitive, le Big Bang, d'après moi, c'est une histoire de curé. Putain. C'est filmé, ça? Rien d'autre que je réponde. Rien d'autre que de curé. Et vous tombez dans le piège.
et vous passez votre temps et on vous paye un salaire en plus. Non, je suis méchant là. Non, mais c'est bon. Donc, premièrement, vous allez tout à fait. C'est bien parce que vous confortez ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire de faire attention. Donc, j'ai commencé par dire le Big Bang, ça attire à la fois les fantasmes, les plus grandes répugnances possibles. Les gens ont toujours un avis dessus, et en particulier à cause de ces histoires de Fiat Lux et de Curie. Donc, ça, on est tout à fait d'accord sur ce constat-là. Et c'est pour ça que j'ai passé pas mal de temps au début à vraiment faire la distinction entre ce qui était une discipline scientifique qui tenait de l'astrophysique, tout ce que je reconstruis sur la façon dont les éléments se forment dans les premières secondes après ce fameux Big Bang, sans dire si lui-même a existé. C'est des choses sur des théories physiques. Bah si, j'ai des observations, excusez-moi, j'ai des observations et je sais les calculer. Alors attention. Mais alors, alors ça... Ah non, mais ça, on est tout à fait d'accord qu'il y a d'autres problèmes plus importants que ça. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas dire, pour n'importe quelle théorie de la science, peut-être que j'ai une autre explication. Alors maintenant, on va revenir quand même à cette histoire de Curie, parce que c'est quand même une chose importante, parce que là, vous faites parler un mort d'une façon qui n'est pas raisonnable. Georges Lemaître, en effet, était chanoine, mais il n'a pas utilisé cette chose-là en tant que curé, et la preuve en est qu'en 1952, le pape Pie XII s'exprime... Oui, le pape Pie XII. Le pape Pie XII... Oui, attendez, laissez-moi finir. Vous êtes pire qu'un homme politique, c'est pas possible. Oui, non, mais je ne veux pas parler de ça. En 1952, Pie XII fait un discours dans lequel il explique que ce fameux modèle, qui ne s'appelait pas encore le modèle du Big Bang à l'époque, que la cosmologie confirme le discours de la Genèse. Il fait un discours là-dessus. J'ai le texte du discours. D'accord ? Que fait Georges Lemaître, spécialiste de ces modèles-là ? Il écrit une lettre au pape Pie XII pour quasiment engueuler le pape Pie XII et pour lui dire que ce n'est pas quelque chose qu'il peut dire. Et il écrit un très beau texte dans lequel il met en relation sa démarche scientifique et sa foi, où il explique comment l'une n'influe pas l'autre et l'autre n'influe pas l'une, qu'ils ne sont pas sur le même plan, donc exactement ce que je disais entre la cosmologie avec un petit c et avec un grand c. Et il convainc le pape, et depuis ce jour-là, le pape n'a plus jamais parlé du Big Bang. Il n'a plus jamais parlé de cosmologie, comme Albert Einstein. Donc c'est peut-être une question de Curie, et peut-être que c'est nous qu'on projette tous, on a tous besoin de questions d'origine, mais je crois que quand on en reste aux critères de la démarche scientifique et de la méthode scientifique, on peut avoir, dans une partie de sa vie, certaines croyances, certaines conceptions métaphysiques ou philosophiques qui n'influent pas, en fait, les travaux que vous faites, parce que les résultats que nous devons établir doivent être reproductibles par tout à chacun qui fait les mêmes types d'expériences, qui suit les mêmes voies mathématiques. Et ça, c'est une force de la méthode scientifique, et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que, vous avez dit, on a des problèmes plus importants. Les mêmes arguments que vous me donnez sur l'univers, on peut les donner sur la théorie de l'évolution, sur le réchauffement climatique. Et si on n'est pas au clair sur ce qu'est la méthode scientifique, sur la démarche que l'on fait et sur les conclusions que l'on en tire, alors le rôle des experts dans ce monde-là n'a plus aucune valeur. On tombe dans les théories du complot, dans les théories, les idées de théories alternatives. Non, mais c'est exactement ça. Ou, en fait, dans un relativisme qui est aujourd'hui quelque chose que l'on ne peut plus se permettre. Donc voilà, c'est mon point par rapport à ça. Et c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps au départ à clarifier cette chose-là. C'est ce que je fais dans les 3 premiers chapitres de ce livre-là. On a raconté beaucoup de choses. Beaucoup de gens ont raconté l'histoire de l'univers comme une nouvelle genèse, comme une nouvelle histoire de la création. Eh bien non, je vous ai dit, la cosmologie, ça commence ici et aujourd'hui. Je veux comprendre pourquoi je suis fait de carbone, d'oxygène et d'azote. C'est tout. Merci pour votre exposé et puis bravo pour vos actions auprès des enfants. Je suis astronome amateur avec des collègues ici, ça nous touche beaucoup parce qu'on intervient dans ce milieu-là aussi. J'avais une question concernant donc, la remise en cause de la gravitation à grande échelle et je voulais savoir qu'en était-il de la fameuse théorie MOND qui avait été mise en place il y a une trentaine d'années par, je crois, M. Milgrom. Mordechai Milgrom. Voilà. Alors, merci. Donc juste pour recadrer pour tout le monde, donc je vous ai dit on avait besoin de cette matière noire-là. En fait, il y avait déjà des indications depuis les années 1930 de la nécessité de matière que l'on ne voyait pas et qui n'interagissait pas avec la matière ordinaire. Donc cette fameuse matière noire. Si vous prenez une galaxie, vous regardez la galaxie, vous avez la distribution des étoiles dans la galaxie. Vous voyez en particulier pour les galaxies spirales la matière qui tourne autour du centre de la galaxie.
Vous savez que quand vous tournez sur un manège, vous avez une force centrifuge qui vous amène vers l'extérieur. Donc vous pouvez calculer la force de gravitation qui vous attire vers l'intérieur, vous pouvez mesurer la vitesse des étoiles et vous poser la question de savoir si les étoiles restent dans la galaxie ou s'évaporent. Et en fait, les étoiles tournent trop vite et elles devraient s'évaporer. Donc les galaxies, si toute la matière des galaxies était la matière que l'on voit avec les observations lumineuses, que la loi qui décrit la gravitation est la loi de Newton ou la relativité générale, dans ces régimes-là, c'est la même chose utilisée l'une comme l'autre, eh bien, il doit y avoir plus de matière que ce qu'on pense, cette fameuse matière noire, et on peut savoir comment elle est distribuée. Milgrom s'est dit c'est une solution. L'autre solution, c'est que peut-être dans ces régimes-là, la loi de la gravitation n'est pas la loi de Newton, et donc c'est pour ça qu'il a formulé une théorie qu'on appelle Modified Newtonian Dynamics, donc dynamique newtonienne modifiée qui fait monde, M-O-N-D. Ça a été au départ quelque chose d'assez intéressant. Les gens se sont dit oui, ça veut dire qu'il va falloir tester la relativité générale dans ces régimes-là. Le problème, c'est que dans le monde, le N, c'est newtonian, c'est pas relativiste. Le problème, c'est que quand on va vouloir étendre ces théories pour décrire la dynamique des amas de galaxies, la dynamique de l'univers, en fait, il va y avoir plein de façons de le faire et on n'arrive pas à formuler une théorie qui redonne cette loi de monde que l'on puisse appliquer dans toute l'histoire de l'univers. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu une observation qui est ce qu'on appelle le Bullet Cluster, l'amas de la balle. Et là, on voit deux amas de galaxies qui rentrent en collision l'un avec l'autre. Et on arrive à faire une cartographie du gaz chaud, du potentiel gravitationnel à partir des effets de l'antigravitationnel, et puis des étoiles que l'on voit. Et on se rend compte que dans ce cadre-là, on ne peut pas du tout être en accord, on ne peut pas reproduire ce genre d'observation avec ce modèle de Milgrom, alors que la matière noire le reproduit de façon assez naturelle. Donc je ne peux pas vous dire que c'est faux, parce que de toute façon le but n'est pas de dire si c'est faux ou c'est vrai, mais je ne peux pas vous dire si on peut être capable de créer une théorie qui reproduise le monde à certaines échelles et qui sont capables de résoudre les observations qui ne sont pas en sa faveur actuellement. Donc pour l'instant, si je les mets dans une balance, il est clair que la matière noire a tendance à vraiment être beaucoup favorisée, alors que l'autre explication est défavorisée. Et c'est pour ça que j'ai dit que l'important, c'était de faire des tests de la théorie de la relativité générale dans ces régimes-là. Et c'est aussi quelque chose auquel on s'attelle actuellement. Il y a beaucoup de projets observationnels dont le but est de tester la validité de la relativité générale. Et ça sera le seul juste de paix, finalement, par rapport à ce genre de débat. Vous avez parlé de la matière noire, mais du coup, qu'en est-il de l'antimatière? C'est-à-dire comment elle se forme? D'accord. Donc oui, c'est vrai que je n'ai pas été clair là. L'antimatière, en fait, c'est une sorte de matière, tout simplement. Ce qu'on sait, c'est que chaque particule est associée à une antiparticule. C'est quelque chose qu'on a découvert en accélérateur. Et ce que l'on sait, en fait, c'est que quand l'univers est très très chaud, dans les premières phases, avant cette phase où on fait les atomes, la nucléosynthèse primordiale, l'univers est tellement chaud que à partir de la lumière, à partir des photons, on va pouvoir faire des paires particules-antiparticules qui vont être créées, qui vont s'annihiler pour refaire de la lumière. Et donc, en fait, dans les phases, on va dire, une seconde après le Big Bang, donc entre 0 et 1 seconde, on a la matière, mais qui est toujours associée à de l'antimatière. C'est un mélange de matière et d'antimatière. Et la question qui se pose et à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est pourquoi donc la matière et l'antimatière, elles s'annihilent. Et il reste un petit excédent de matière. Pourquoi est-ce qu'il y avait un tout petit peu plus de matière que d'antimatière ? Alors ça, oui, c'est ce qu'on appelle la baryogénèse, c'est une question. Il y a certains modèles de physique qui nous permettent de comprendre ça, mais ce sont tous pour l'instant des modèles qu'on n'a pas réussi à tester en accélérateur, et donc on ne sait pas si c'est la bonne explication. Et donc là, il y a une question ouverte. Pourquoi est-ce qu'il y avait un petit excédent de matière sur l'antimatière ? Si, comme on le croit, tout devait être symétrique, donc autant de matière que d'antimatière, qu'est-ce qui a brisé cette symétrie entre la matière et l'antimatière ? Donc là, il y a une question, et je n'ai pas la réponse à cette question. Ça fait partie de la liste des questions pour vous. Voilà. On va peut-être prendre une dernière question. Oui, monsieur ? Comment a-t-on établi que le Big Bang a eu lieu il y a 13,5 millions d'années ? Milliards. Voilà. C'est une très bonne question, et j'aurais dû passer plus de temps, mais c'est pas, j'ai fait des choix. On donne un chiffre, et donc comment est-ce qu'on le mesure ? Est-ce qu'on mesure ces 13,7 milliards d'années ? Là encore, ce chiffre-là n'est pas un chiffre mesuré. Ce que l'on fait, c'est qu'on reconstruit une histoire de l'univers, donc la façon dont l'univers se dilate avec le temps.
On calibre cette loi-là à partir des observations qu'on remonte de plus en plus. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la courbe, il y a un moment, elle tombe rapidement vers zéro. Et donc, on est capable de remonter avec les observations jusqu'à, en gros, 1 seconde après le Big Bang. Et on sait qu'après, le temps qu'on a, c'est peut-être 1 seconde, mais si on change un peu les choses, ça peut être 10 secondes. Ou, en fait, un temps qui est très petit par rapport au temps qu'on a été capable de calibrer. Mais ça veut aussi dire que cette reconstruction, elle dépend du modèle cosmologique dans son ensemble. Et donc, ce temps-là, c'est un temps qui n'a un sens que dans le modèle cosmologique en question. Ce n'est pas un temps mesuré, c'est un temps calculé dans un cadre théorique à partir d'un ensemble d'observations. Ce qui veut dire que si vous voulez formuler un modèle alternatif, vous ne pouvez pas utiliser ce nombre. Vous devez le recalculer dans votre nouveau modèle. Et on fait des modèles, des fois, où l'univers a un âge complètement différent, mais qui ne marche pas. Mais ça, c'est important. La plupart des chiffres que je vous ai donnés là, ce sont des chiffres qui ne sont pas des quantités qui ne sont pas mesurées directement. Il n'y avait pas d'horloge 1 seconde après le Big Bang. Voilà. Est-ce que c'est à peu près clair? Très bien. Je vous remercie. Je ne suis pas le maître de l'univers, mais le maître du temps, donc il me revient c'est la moitié du chemin, c'est déjà pas mal. Cette conférence. Je pense qu'on peut remercier M. Uzan pour cette brillante conférence. Merci à vous. Je vous invite à découvrir son ouvrage et aussi ses autres ouvrages, puisqu'il a une bibliographie très riche. Vous pouvez la retrouver sur la page Wikipédia ou sur le site de l'Institut d'astrophysique de Paris. Je vous invite également à la prochaine conférence de ce cycle Astronomie et Recherche spatiale. Cette fois-ci, nous parlerons d'éruptions solaires avec Tahar Amari. Et donc, ça sera mardi prochain, au même lieu, à 18h30. Et donc, je vous souhaite à tous une belle soirée et je remercie encore M. Uzan pour sa participation et sa venue au Luxembourg.